les vedettes de notre spectacle. J'aimerais bien qu'on pose nos armes et qu'on discute. Bon, lui, il va me prendre la tête. Jack, je veux que vous me dessiniez comme une de vos françaises. Non, c'est chouchou, je veux, pas la moche. Zut, rezut, et rezut derrière. Ah, je vois, monsieur se fout de moi. Monsieur fait d'ironie. Mais où est-ce que vous vous croyez, merde? Au cirque? Ben ça, c'est du spectacle. Vous aimez le cinéma, nous non plus. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Il pleut sur Rennes, je me souviens. Les pelles mortes se ramassent à la c'est une façon de dire que c'est l'automne, quoi, non? Enfin, on est en plein, on est dedans, il fait nuit le matin, il flotte toute la journée, on peut plus sortir sans un kawaii. Bienvenue donc en automne. J'ai écrit ces lignes tout à l'heure à mon bureau en regardant la pluie tomber et en laissant une tisane fumante se refroidir sur le bord de mon bureau. C'est beau l'automne, non? Ça donne envie, ça donne envie d'aller au cinéma. Et bonne réponse au fond de la salle, il y en a quelques-uns qui suivent. Et tout ça est réalisé sans trucage. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Salut les amis. Hello. Coucou. Salut. Bonjour. Mais quelle est cette voix? Alexis, qu'est-ce qui se passe? Sophie, qu'est-ce que t'as fait d'Alexis? Est-ce que tu l'as encore laissé enfermé dans la cave toute la semaine? Je ne dirai rien, ça pourrait me causer des problèmes. Peut-être qu'il a été dissous avec de l'acide. Ou peut-être dissous par acide. Interesting. On y vient. Salut Thibaut, que fais-tu ici? Qui es-tu? Raconte-nous tout. Bonsoir, moi c'est Thibaut. Et Bonsoir Thibaut. J'ai vu La Grande Vadrouille, j'ai eu Les Gyms, Taxi Driver et 2001 l'Odyssée de l'espace. La pète d'office, ça va pas le faire. C'est petit, c'est Comme tout le monde autour de cette table, désormais. Et surtout, personne n'a cité Jules Les Gyms en plus, donc tu vois. Si. Bah non. Sophie? Bah si, moi. Eh ben dis donc, la mémoire, ça se travaille. C'était qu'il y a 3 semaines pourtant, que se passe-t-il? Arthur, t'es excusé, je ne balancerai pas le nombre de spritz que tu as bu à Venise, mais... Oui, parce qu'il faut préciser que Thibaut était à Venise avec moi, à la Mostra. Oh, c'est mignon, les petits... Oui, on s'est bien amusé. Les petits voyages à deux en amoureux. C'est pas vraiment que à deux, mais... C'était pas ça? Non. Presque. Est-ce que tu connais la tradition pour les nouveaux arrivants? Oh la vache. Ah, c'est maintenant que je dois me mettre à poil? Non, alors ça c'est c'est à la fin, ça. C'est hors micro. Non, avant au micro, il faut imiter Simon en train d'imiter un accent de ton choix. Putain. Pas ça. Ou alors on fait le jeu de la biscotte. Oh non. La biscotte. Bon, très bien, on verra plus tard. Allez, au programme cette semaine, Elle se ramasse à l'appel, Papillon sous les projecteurs, Papillon revit dans vos cœurs. Le compte est bon. Mais on commence par un reflux gastrique à l'échelle planétaire. Et oui, dites donc, que se passerait-il si là, comme ça, paf, du jour au lendemain, il se mettait à pleuvoir de l'acide au lieu que rien que de l'eau de pluie, de l'eau de là-haut? Eh ben, on serait bien dans la merde, hein. C'est le pitch du nouveau film de Juste Philippot, astucieusement intitulé Acide. Attention, ça brûle. Où est-ce qu'on va? On va où? Faut qu'on trouve une maison. Je veux pas d'histoire. Il y aura pas d'histoire. Acide de Juste Philippot avec Guillaume Canet, Laetitia Doche notamment. C'est le deuxième film du très remarqué et très talentueux réalisateur de La Nuée. Est-ce que l'essai est transformé, comme on dirait, en cette période rugbystique, ma foi, Simon Rio? Moi qui suis de Clermont-Ferrand, je suis content de pouvoir représenter les couleurs de l'ASM, donc reconnais ici l'accent. Le fameux accent clermontois de la place de Jourde. Bref, alors... Comme tu le disais Nicolas, effectivement, Acide, c'est le second long métrage après La Nuée de Philippot, mais c'est aussi le développement... Pas Florian. C'est aussi le développement du court-métrage éponyme qu'il avait réalisé, qui tout simplement présentait le principe de ce récit, à savoir quand l'eau tombe, ça mouille, mais surtout ça brûle. Et c'était un court-métrage extrêmement réussi, vraiment très impressionnant. On pouvait donc être curieux de voir ce qu'allait donner ce récit après un premier film qui a été
plutôt salué, même si ça n'a pas été un succès public et que le public a souvent tapé sur son aspect drame rural très psychologisant. Ce qui est assez intéressant à mon sens, c'est que malgré plein de ratés, mais sur lesquels reviendront les pisse froids ou les pisse acides autour de cette table, le film prend un peu le parti inverse de La Nuée. La Nuée, c'était un récit qui certes allait lorgner du côté de la body horror et puis de l'horreur en général, mais qui était quand même avec des racines très profondément ancrées dans le sol. On établissait des personnages longuement, on était très précis psychologiquement, on les sondait. C'était un film qui était plutôt très lent, sur un rythme très mesuré et qui s'excitait seulement un petit peu, on va dire, dans ces 15 dernières minutes. Acide, c'est exactement l'inverse. Le film va plutôt jouer la carte de l'intensité, de la tension, de la montée en pression, avec plusieurs scènes relativement spectaculaires, des séquences de panique, des séquences de destruction dont les ressorts sont assez inhabituels, me semble-t-il, dans le cinéma catastrophe ou dans la dystopie apocalyptico-post-apocalyptique. Et je trouve ça extrêmement plaisant. Moi, il y a beaucoup de séquences dans le film où j'ai le palpitant qui s'emballe, il y a beaucoup de moments où je crains pour les personnages. Je trouve que ce concept, à savoir de se dire tiens, la pluie ça devient acide, sachant qu'on est dans un récit qui se passe entre le nord de la France et la Belgique, c'est un endroit où il pleut. Ça dépend. Oui, je conçois, mais enfin bref, ça amène une pensée en fait qui est assez radicale, parce que la pluie du film, je veux dire, elle te donne pas juste de l'urticaire, quoi. Elle te fait des trous dans la peau et dans la tôle et dans à peu près tout ce qui peut être troué. Par conséquent, de façon variable, néanmoins. Oui, bien sûr. On en reparlera. Oui, comme dans Armageddon, il y a des trucs variables, quoi. Mais tout simplement, je veux dire, quand on y réfléchit 30 secondes, et le film arrive très bien à le donner à voir, à le donner à ressentir, le fait que la pluie soit quelque chose qui ronge et détruise tout, c'est un truc qui est absolument désespérant, absolument terrifiant, parce qu'en fait, il n'y a pas d'échappatoire à proprement parler. C'est tout bête, mais ça fait maintenant plus d'un an qu'on parle, sinon quotidiennement, en tout cas presque quotidiennement, des problèmes de sécheresse. Quand on parle de problèmes de sécheresse, de nappe phréatique, on réalise un truc, en fait, c'est que quand il pleut, l'eau, ça s'infiltre partout. L'eau est partout quand il pleut. Tout d'un coup, quand cette pluie est destructrice, il y a un sentiment d'inéluctabilité que je trouve assez remarquable dans le film. Alors attention, ceci étant dit, ça reste une série B avec des moyens modestes. On aimerait que le film soit un peu plus gore. C'est un peu de ce côté-là qui manque. On aimerait avoir 2-3 protagonistes qui terminent comme un des méchants de Robocop plus souvent, voire même que ça arrive. Et puis voire même carton jaune. Malgré que ce ne soit pas présent. Malgré que ce n'est. Allons jusqu'au bout. N'est-ce pas? Non, je trouve que le film est très intense et donc assez plaisant à ce niveau-là, et moi je le suis avec beaucoup de plaisir. Néanmoins, il faut bien reconnaître que s'il a cette qualité que n'avait pas La Nuée, à savoir d'embrasser le genre de manière très directe, très frontale et vraiment de me tenir en haleine, néanmoins il pêche exactement là où La Nuée réussissait, c'est-à-dire que les interactions, les articulations entre ces personnages fonctionnent pas très bien. Moi j'ai du mal à croire à cette famille. Je sais gré au film de vouloir donner une assise sociale ou sociétale à ses protagonistes, notamment à son personnage principal, en faisant un syndicaliste / gilet jaune qui utilise un petit peu la grogne sociale comme lui pour prétexte à laisser un peu sortir la violence qui bouillonne en lui et qui ne sait pas maîtriser. Ça aurait pu être une piste très intéressante. Je trouve qu'elle est pas très bien gérée. Le personnage de la fille adolescente est tellement bien écrit qu'on a vraiment envie qu'elle meure. Donc voilà, il y a des vrais problèmes comme ça dans le film qui l'empêchent pour moi d'être un très bon film, mais qui le font rester un divertissement, à mon sens, tout à fait honorable et sur lequel on tape, ou sur lequel on tombe un peu à bras raccourcis, je trouve un peu facilement. Alors que moi, j'ai une série B que je trouve tendue, ludique, amusante, et que je suis très content d'avoir découvert. Arthur, tu es aussi convaincu par l'acidité. Oui, tout à fait. J'aime beaucoup l'acidité. Non, je suis vraiment d'accord avec Simon. Déjà, moi, j'ai découvert à une séance de minuit à Cannes, et je trouve qu'il avait parfaitement sa place. C'est-à-dire que les séances de minuit à Cannes, c'est jamais des très grands films, c'est jamais des films qui méritent d'être en compétition ou hors compète ou ailleurs. C'est des films qui ont leur place ici, un peu dans cet endroit un peu bizarre. Et je trouve que c'est exactement là qu'il avait sa place. Et effectivement, je suis vraiment d'accord sur toute la ligne avec Simon. Moi, La Nuée avait été une vraie claque pour son discours social et pour son gore et pour son écriture. Et effectivement, il prend un contre-pied qui, moi, m'intéresse beaucoup parce qu'il va plus loin dans l'horreur. Il a en plus un truc que moi, je trouve assez fort, c'est que, et je le sais, beaucoup des effets visuels du film sont réels. C'est-à-dire que le fait que l'eau touche un capot de voiture, une chemise, qu'importe, que fait que ça fasse de la fumée et qu'on voit visuellement que c'est acide, c'est des éléments pratiques. C'est
sais pas comment ils ont fait, je sais pas si c'est de la poudre ou de la bref, mais en tout cas le fait que le contact avec l'eau provoque ça m'intéresse déjà de se dire je ne veux pas que mon film se repose uniquement sur la VFX. Quand bien même, en plus, il va s'inspirer sur des genres qui nécessitent ça. Il va s'inspirer sur le film de zombies, sur le film catastrophe. Il y a des scènes de désertation qui sont vraiment dignes des films catastrophes américains. Il y a une scène notamment sur un pont qui est vraiment un film de zombies. Enfin voilà, il a des inspirations qui sont appuyées. Je trouve qu'il le travaille bien. Et puis, on a tendance un peu à cracher sur Guillaume Canet. Alors, souvent. Littéralement ? Oui, parfois de manière assez légitime, il faut le reconnaître. Moi, ça me fait du bien de voir un film où je trouve qu'il joue et où il joue plutôt bien. Moi, je suis d'accord avec Simon, il y a un vrai problème sur l'écriture de la fille principalement, mais moi je trouve aussi qu'il y a un truc avec le personnage de Letitia Dosh qui fonctionne pas malgré un truc qui se passe au milieu du film qui m'a vraiment pris de court et que j'avais vraiment pas vu venir. Mais voilà, je trouve que Canet par contre il incarne très bien ce personnage là et il le fait très bien. Et je suis d'accord avec Simon, la fille on n'a pas envie qu'elle survive très longtemps, mais par contre j'ai envie que Guillaume Canet il aille protéger sa fille parce que vas-y Guillaume quoi. J'ai un truc viscéral dans son jeu qui je trouve fonctionne très bien. Après voilà, c'est vrai que c'est un film qui manque un peu d'écriture, qui a un petit peu trop de je vais être tout à fait honnête hein. Moi il y a des quand on en a parlé à Cannes, c'est pas des faux raccords mais disons des non-sens scénaristiques de par la logique de la catastrophe que je n'avais pas en tête avant que Nicolas me le dise parce qu'il était tout colère contre le film et maintenant c'est vrai que je ne peux pas ne pas penser aux pneus de voiture par exemple. Mais c'est signe que c'est très bien géré justement si j'ai réussi à ne pas y penser c'est un peu ce que je me dis. Les feuilles des arbres. Mais en fait, des arbres. Et ben c'est marrant que tu dis ça parce que je pense que Simon a tout dit. Effectivement, le fait que je n'y ai pas pensé prouve qu'en fait au final j'étais pris par l'histoire et que c'est ce qui compte. Très bien. Alors, très bien. Non, mais ok, voilà. Entendu. Ok, au revoir. Merci. Je crois que Nicolas a envie. Nicolas a envie de Guillaume Canet. Non, moi je vais laisser mes petits camarades aller au charbon puisque donc vous avez entendu tout ce que l'équipe pense de bien du film. On va passer maintenant au reste. Non, je peux te dire, bon, j'ai pas le droit de donner mon avis, mais si je devais le donner, j'ai pas envie de démonter ce film parce que c'est un film de genre, qu'il y a des choses intéressantes dans la mise en scène, dans l'arrivée de l'orage, il y a des images qui sont intéressantes. Moi, je pense que l'une des sources du problème, et je vous le soumets, Thibaut et Sophie, c'est que entre La Nuée et Acide, Juste Philippot a changé particulièrement un poste de son film, c'est celui du scénario. La Nuée est scénarisé par Jérôme Genevray et Franck Victor. Pour Acide, c'est un scénario de Yacine Badet et de Juste Philippot. Juste Philippot peut être un bon réalisateur, ça n'est pas forcément un bon scénariste, Sophie. Ah, je rumine depuis un moment, et je rumine fort, et pour vous dire, comme j'ai voulu être complètement honnête intellectuellement, parce qu'on vous l'a déjà dit, quand on voit des films en festival, pas forcément Cannes, hein, mais on est brouillé par pas mal de choses, et puis Cannes, on a été, en plus cette sélection a été particulièrement belle, du coup je me retrouve devant Acide, du coup forcément ça pique les yeux, et je me suis dit ok, peut-être que je l'ai pas vu dans le bon contexte, peut-être que je sortais d'Anatomie d'une chute et que j'étais encore envoûtée, et que d'un coup je me retrouve devant ça, et le gap est trop grand, et je trébuche, et je n'apprécie rien. Donc du coup, j'y suis retournée hier. J'ai pris ma petite carte UGC, j'ai bravé toutes les petites termites qui sont dans les cinémas en ce moment, et je suis retournée voir ce film que j'avais viscéralement détesté. Et j'ai tenu 40 minutes. Et j'ai tenu 40 minutes parce que pourquoi ce film m'énerve, et encore une fois je pense qu'il y a des qualités de réalisation, même de rythme. Je trouve pas que le film soit impossible à regarder de médiocrité, mais je trouve que les points négatifs sont trop forts et en fait desservent l'intégralité du cinéma de genre français, si je dois être complètement claire. Non, mais tu vas voir, genre vraiment j'ai réfléchi longuement, je me suis même un peu engueulée avec Alexis hier sur le sujet, parce que je trouve qu'on est trop gentil. On est trop gentil de manière globale parce que c'est du cinéma de genre français, qu'on a très envie de voir que on a une espèce d'envolée. Je suis désolée, ce n'est pas possible de regarder ce film sans se dire: vous vous rendez compte que l'actrice principale du film joue vraiment mal ? Vous vous rendez compte qu'ils ont mal casté la gamine ? Vous vous rendez compte qu'il y a des incohérences scénaristiques qu'on ne retrouve pas dans certains nanars ?
C'est pas possible en fait d'avoir une espèce de bienveillance en mode non mais c'est du cinéma de genre français, il y a des trucs qui fonctionnent. On est devenu trop gentil en fait. On a trop envie de voir que ce genre il s'élève. Et moi j'ai pas envie de voir un nivellement par le bas. Moi quand on me dit c'est un film avec des pluies d'acide et qu'il est même pas interdit aux moins de 12 ans, c'est un souci. C'est un souci. On devrait avoir il y a une scène où justement on voit quelqu'un qui fond, je ne révèle rien de l'intrigue, où il y a les cheveux qui partent, des trucs. Ouais, franchement, je suis désolée de la comparaison, mais j'avais l'impression de voir un cachet d'aspirine qui fond. Ce n'est pas possible qu'on soit aussi en train de dévaluer notre cinéma de genre français. Et je trouvais que La Nuée, qui a eu ses détracteurs, était un film hautement plus ambitieux que de se dire ça passe, c'est une série B. Et je suis désolée, hein, je dis pas ça pour attaquer qui que ce soit autour de cette table. Mais je me dis, on en est là. On en est là en train de se dire, bon, bah écoutez, c'est une petite série B, c'est un film pâté. C'est un film pâté avec, malgré tout, un petit budget, avec Guillaume Canet à sa 12 tête. 12 millions d'euros de budget. Bah, c'est un film avec un budget. Avec un vrai budget. On devrait pas tolérer. Je suis désolée, il y a des films avec lesquels on a été beaucoup plus critique quand il y avait des erreurs scénaristiques beaucoup plus faibles que ça. Et on ne devrait pas tolérer littéralement qu'une actrice principale n'ait pas une seule réplique de juste. C'est pas possible. Donc moi, je suis désolée parce que c'est pas un film où je suis en mode c'est le pire film que j'ai vu. C'est pas vrai. C'est pas vrai. J'ai vu des trucs en festival, mais peut-être encore une fois que si je l'avais vu au milieu de plein de films de festivals de genre un peu pétés faits avec 500 balles, j'aurais dit les pauvres. Ah bah celui-là il est nettement mieux produit. Heureusement qu'il est mieux produit, c'est pâté. Mais vous vous rendez compte à quel point on dévalue le cinéma de genre français en disant qu'Acide c'est pas mal. C'est pas mal, c'est médiocre. Et genre vraiment, je pense que j'ai jamais été aussi virulente sur un film. Mais vraiment, c'est un film qui m'agace, pas pour l'objet de ce que c'est, mais pour ce qu'il représente du cinéma de genre français. Thibaut, écoute, colère partagée, complètement partagée. Et alors je vais pas revenir en long et en large sur toutes les je vais dire les qualités, non. Sur ce qui fait que le film est pas très bon, parce que je pense que Sophie l'a assez bien expliqué. Mais effectivement, ce qui est important, et là, c'est aussi un peu mon côté programmateur de films de genre qui ressort, c'est que... Parce que tu travailles pour le BIF. Je travaille pour le BIF, je programme et des courts et des longs. Et c'est qu'effectivement, il y a un truc avec le cinéma de genre français là qui se passe où tout le monde a l'air très content de ce qui passe, de ce qui sort. Et en fait, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de quoi se réjouir pour l'instant. Même La Nuée, je trouve, bon, c'est pas mal, mais et c'est mieux qu'Acide, très clairement. La Nuée, en tout cas, c'était très faible dans la dimension genre. Moi, je trouve que c'est un très bon film. Mais c'était pas un film de genre très intéressant. C'était surtout un film bien écrit, les personnages étaient bien écrits, le scénario était bien gaulé. C'était un bon film, mais il n'avait pas grand-chose à proposer en matière de genre. C'était un drame avec des éléments. Exactement. Mais même que ce soit les Teddy, les autres films des Bouquerman, etc., franchement, je trouve pas que c'est hyper réjouissant. Et tu parles, Arthur, de la place du film au Festival de Cannes. Je trouve même pas que c'est une bonne place. Pour moi, il y avait 2 bons films de genre à Cannes, Le règne animal et Vincent doit mourir, qui étaient à la semaine. Absolument. Et voilà, le reste, c'était assez lamentable, malheureusement. Et c'est dommage parce que je trouve qu'en court-métrage, depuis quelques années, la France, c'est vraiment le haut du panier. C'est excellent. Et je trouve que malheureusement la conversion en long c'est pas ça, et c'est dommage parce qu'avec Sophie vraiment on a rigolé pendant le film, mais c'était risible quoi. Guillaume Canet il est pas mal, mais son rôle est tellement mal écrit que parfois lui-même est dans son rôle de gilet jaune. Quand il joue le père, ça va encore, mais quand il est dans son rôle de gilet jaune, laisse tomber quoi. Et puis moi il y a un problème que m'avait posé le film à Cannes, c'est de dire que le film débute par un petit film tourné au téléphone portable où on voit Guillaume Canet s'en prendre violemment dans une action militante d'occupation d'usine et en découdre assez violemment avec les policiers. Et c'est tout. C'est-à-dire que le personnage est syndicaliste et la seule justification de son syndicalisme, c'est que c'est un homme violent. Excusez-moi, moi ça me pose un problème. Je suis pas du tout d'accord avec toi. Moi, c'est comme ça qu'il est caractérisé. Je suis d'accord avec Nicolas, mais il y a un tout petit truc aussi en le revoyant, c'est que ça lui permet d'être en désaccord pas mal de fois sur les choix de sa femme et notamment d'avoir un frère, je cite, bourgeois qui a une grande maison. Je suis désolée, c'est la fin du monde, il y a une maison, t'y vas. Enfin, je vois pas pourquoi ces interactions politiques-là viennent complètement annihiler tout bon sens du personnage. C'est quand même bizarre. Mais Thibaut, tu dis quelque chose d'intéressant et vous l'avez noté. Acide, c'est un court-métrage. J'aimerais, peut-être, moi j'ai cherché un peu en préparant l'émission, est-ce que vous avez en tête un court-métrage que l'on a passé au long avec succès ? Pour moi, à chaque fois,
ça ne marche pas. Un court-métrage est fait pour être un court-métrage. Quand on l'étire, ça fait un court-métrage étiré et c'est globalement raté. Sauf exception que vous avez peut-être en tête, mais... Mother. Non, pas Mother... Madré. Oui. Madré. Ah oui, Madré. De Sorogoyen, ouais. La scène d'ouverture du film et le court-métrage original. Le plan séquence inaugurale, c'était le court-métrage. Mais regarde, même par exemple dans le film de genre de plus en plus. Et là, ces dernières années, j'ai vu pas mal de cours qui sont devenus des longs. Où je te dis, est-ce que le long était pensé avant et elle a fait le cours pour monter le truc? Mais non, souvent c'est des cours qui sont pensés comme des cours et puis ils développent un long par la suite et ça fonctionne bien. Genre Piggy de Carlota Pereda qui est vraiment très très bien. Puis j'ai vu d'autres trucs qui sont passés en festival de genre, mais moi je pensais le jusqu'à la garde, ça n'est pas une extension du cours, c'est la suite. C'est-à-dire que le cours qui s'appelle jusqu'à j'ai perdu le titre, je le retrouverai après. C'était une scénette qui se passe littéralement chronologiquement avant jusqu'à la garde. Exactement comme Madré. Et auquel cas ça marche. Acide pour le coup, c'est pas les mêmes personnages, mais c'est strictement la même histoire. Le blanc. Que dire de plus par ailleurs que c'est pas bien. Si ça vous donne envie d'aller à Chimay pour boire de la Chimay bleue, tant mieux. Hein, mais à part ça, abstenez-vous. Moi, j'ai pas envie non plus de décourager les gens d'y aller. Enfin, je veux dire, c'est un film. Effectivement, c'est pas un film. C'est un film à 12 millions d'euros. C'est un film avec quasiment 500 salles. Donc, c'est un film qui est très bien distribué. C'est une grosse sortie. Et c'est une grosse sortie. Néanmoins, ça fait 20 000 entrées en cumul le premier jour, c'est-à-dire autant que le Korismäki qui a moitié moins de salles. Ah mais attends, faut dire, corrigez-moi si vous avez une impression différente de la mienne, je pense que depuis l'accueil cannois qui a été glacial, certains trouveront que c'est justifié, d'autres moins, mais depuis l'accueil cannois, moi j'ai quand même l'impression que Pathé, et c'est pas la première fois qu'on voit des studios ou des distributeurs français faire ça, a clairement lâché le film en race campagne. C'est-à-dire que c'est aussi souvent, pas toujours, mais souvent un des problèmes du cinéma fantastique français, c'est que quand on arrive à faire un film, il y a un moment où il est lâché avant sa sortie. Et typiquement Acide, on peut pas dire qu'il y a une promotion dingo, on peut pas dire que le film soit clair. Je pense que pour beaucoup de gens c'est pas du tout identifié. T'as Guillaume Canet, le problème c'est que je pense qu'entre le moment où le film s'est fait et le moment où le film arrive, entre temps Guillaume Canet il a fait lui et Astérix. Donc, si tu veux, je pense que si le film démarre assez timidement, après on parle juste de son premier jour, mais s'il démarre assez timidement, c'est aussi parce que certes il a 500 salles, mais combien de spectateurs savent qu'il passe sur un écran près de chez eux? Je suis pas certain que ce soit tant que ça. La salle hier au Hall était pour un 15h10 quasiment à moitié pleine. D'accord. Ce qui était déjà pas mal. Quand je suis sortie, il y a 2 autres personnes qui sont sorties en même temps que moi. C'est parce que le film est trop intense. Mais je crois qu'il y a un problème aussi un peu plus général qui fait que les distributeurs ont toujours du mal à vendre les films de genre. Ça c'est un vrai problème. Une catastrophe. Oui. Ça c'est un vrai mais problème. Là, ça, j'ai une anecdote à ce propos que je trouve mais vraiment consternante. Nous serons ce week-end avec Simon au festival Hypermonde à Bordeaux. C'est un festival de science et de science-fiction dont le thème est monstre cette année. Le festival a voulu, en ouverture de festival vendredi soir, programmer Le règne animal. Le distributeur a refusé parce qu'il ne souhaite pas que son film soit caractérisé comme un film de science-fiction ou un film fantastique. Alors, oui, mais ce qui est quand même un problème. Hein. Attends, je trouve ça très intéressant ce que tu dis parce que du temps où je bossais à Écran Large, nous plusieurs fois avec des distributeurs, quand on a voulu être partenaire de films pour lesquels on avait des coups de cœur, on nous a dit ça. On est super content que vous aimiez le film, mais Écran Large, vous êtes identifié, je sais pas si on l'était, mais en tout cas on était identifié comme ça par les distribs, comme un médium plutôt jeune, très branché film de genre, SF, horreur, tout ce que vous voulez. Or nous, on veut surtout pas être estampillé comme ça. C'est ce qui est arrivé à La Nuée. La Nuée, ils avaient décidé de le positionner parce que ça arrivait après Petit Paysan, qui avait relativement bien marché et qui avait eu des Césars. Ils avaient décidé de ne surtout pas le positionner comme un film de genre. Alors là-dessus, moi j'ai... Ce qui pouvait marcher vu que le genre était un peu plus succinct et un peu plus en filigrane. Ah, bien sûr, sauf que si tu veux, ils avaient déjà commencé avant un peu à le vendre. C'est-à-dire que tout d'un coup, les spectateurs qui s'attendaient à voir de l'horreur se disaient ah ben non, finalement c'est peut-être pas pour moi. Et la promo était trop chiche pour attirer le reste du public, je pense. Mais bref, alors moi j'ai un point de vue un peu ambivalent là-dessus. C'est-à-dire que d'un côté, effectivement, je pense que c'est souvent une idiotie des distributeurs ou une erreur stratégique que de ne pas assumer
ce qu'est un film. En revanche, je pense que nous aussi, et je m'inclus dedans, nous qui sommes journalistes, critiques, ce qu'on veut, relais autour du cinéma, je pense qu'il faut qu'on on arrive à dépasser un peu notamment cette appellation de film de genre. Je pense que pour la plupart des spectateurs, film de genre, ça veut rien dire. Que film de genre, c'est un peu un mot valise dans lequel on met tout ce qui est un peu énervé. Parlons de fantastique, parlons d'effroi, parlons de pétoche, mais j'ai l'impression qu'il y a que nous, Français, quasiment, qui parlons de films de genre, et que c'est un peu piégeux, en fait. Je sais pas si c'est une appellation si intéressante. Là, c'était en l'occurrence d'être associé à un festival clairement identifié. Oui, non, mais c'est pour ça que je dis qu'il y a des erreurs stratégiques des distributeurs. Je pense qu'il y en a aussi, nous, dans notre manière de présenter les films parfois. Mais t'as raison sur l'appellation genre francophone. C'est très valise et c'est surtout en francophone, ouais. En anglais, ils vont te parler de western et de trucs comme ça, ils vont le mettre dans le genre. À raison. Mais c'est vrai que c'est très fourre-tout comme mot. Mais comme si on avait peur en fait de ces termes-là, comme si le mot film d'horreur, film fantastique, ça faisait peur au public. Pour l'anecdote qui est très bête, mais qui à mon avis est arrivée à beaucoup de vous qui nous écoutez, il y a une période à l'adolescence où on adore les films d'horreur. Enfin, ça arrive à beaucoup de gens très bien. Et je me souviens quand j'ai commencé à le dire à ma mère ou à mes parents, ils étaient en mode les films d'horreur, c'était. Et puis quand ils me demandaient quel film j'avais vu, je disais Shining. Ah mais c'est vachement bien Shining. Alien. Ah mais c'est vrai que c'est vachement bien Alien. Ouais. Bah oui mais c'est des films d'horreur. Bah bien sûr. Bah non, l'un c'est un Kubrick, l'autre c'est. Ouais. Mais vous voyez ce que je veux Moi, dire. notre film, nous sommes toujours là avec Simon. On a arrêté de le nommer film de genre ou film d'horreur. On parle maintenant de thriller historique fantastique. Ah oui. Oui, bah puis c'est pareil, moi mes parents je leur disais pas que c'était des pornos, je leur disais c'est un drame sur la vie d'un gynécologue qui est en pleine crise de la quarantaine, et voilà. Nickel. Est-ce que, allez donc vous faire votre propre idée sur Acide, et puis vous pourrez nous dire si vous êtes plutôt plus acide ou remonté acide. Vous nous dites ça évidemment dans les commentaires sur nos différents réseaux sociaux. C'est marrant, ça me rappelle, vous savez quel est l'autre nom de l'acide aminé ? Non. L'extase du chat. Oh oui. Eh bien. Oui. Okay. Elle est mignonne. Oh. Ah oui. Un peu de temps de latence dans sa voix de Simon Rio. Mais c'était le temps que passe la remontée acide. Ouais, c'est peut-être ça. On va passer aux actus. Et si le problème du cinéma français, eh bien, c'est qu'il était trop subventionné et surtout subventionné n'importe comment. C'est résumé à grands traits, certes, mais néanmoins, c'est la conclusion de la Cour des comptes qui a mis le nez dans les affaires financières du CNC, Arthur. Oui, vous vous souvenez peut-être, fin mai dernier, une réalisatrice française qui a fait un discours quand elle a reçu un petit prix pour un petit film qui a dit « Attention, il y a une exception culturelle française qui était en danger, notamment parce que le CNC est dirigé par un certain monsieur qui s'appelle Dominique Boutena, qui a une logique, disons, capitalistique poussée de ce qu'est le CNC. » Évidemment, vous avez peut-être compris que je parle du discours de Justine Triet à Cannes, où, mais non. qui avait... Si, je te jure. Elle était à Cannes ? Ouais, je vous jure. Un discours politique qui a eu des échos. Alors bon, certains diront que c'est parce qu'elle a parlé de la réforme des retraites, d'autres diront que c'est parce qu'elle a justement critiqué la manière qu'avait le gouvernement, notamment parce que Boutena est soutenu par le gouvernement Macron depuis maintenant quelques années, quand bien même lui a une vision du CNC différente. Il faut expliquer quelque chose parce que c'est un peu compliqué, mais en gros, ce qui est mis en évidence par ici la Cour des comptes, mais en fait qui était déjà un constat que Boutena avait eu, c'était qu'en gros le CNC aiderait trop de films, dépenserait trop d'argent et que à perte. Et il y a des espèces de raccourcis politiques qui se font et ça me pose un peu problème parce que même Moscovici, qui est donc l'ancien ministre de Hollande qui a fait le compte rendu pour la Cour des comptes, fait une espèce d'amalgame un peu particulier parce que le CNC est une entité publique. Donc, on a l'impression que son budget dépend du budget de l'État, ce qui n'est pas vraiment vrai, puisque... C'est pas du tout vrai. Bah, c'est pas du tout vrai, mais en même temps, c'est un peu complexe, on va pas tout expliquer ici, mais en gros, le CNC est quasiment autofinancé. C'est avec un pourcentage sur les places de cinéma, un pourcentage sur les ventes de DVD, de Blu-ray, ça va être sur les livres, enfin bref. Le CNC a son propre budget, parfois il est même excédentaire, parfois il ne l'est pas. Mais il a son propre budget et l'État, en fait, la contribution de l'État sur les films, ça va être surtout des crédits d'impôt, par exemple, ou l'aide aux régions, mais voilà. Donc moi, ça me gêne quand j'entends la Cour des comptes qui dit « Attention, le CNC, vous faites un peu n'importe quoi avec vos sous, comme si c'était les sous de l'État. » Premièrement, c'est pas le cas. Deuxièmement, ce qui est mis en évidence, c'est qu'en gros, on aide trop de films qui ne seraient pas assez rentables. C'est-à-dire une vision purement mercantile de l'aide à la création artistique. Ça pose problème. Ça pose problème parce qu'en gros, les arguments, c'est de dire trop de films sont payés et ne sont pas rentables, font moins de 20 000 entrées.
Bah oui, mais en même temps, on a un système où on a plein de films, où on a des films qui parfois ne sont présentés que 1 ou 2 semaines. Alors c'est aussi ce que dit malgré tout la Cour des comptes. Ils disent que c'est quand même un système vertueux, à protéger, qui explique le fait que 40% des entrées en France, c'est justement pour des films français. Donc d'un côté, c'est contradictoire qu'on ait la Cour des comptes qui disent bravo le CNC, c'est grâce à vous que le cinéma français se porte aussi bien, mais il pourrait se porter mieux, mais en même temps, faut qu'on fasse moins de films, et en même temps, c'est parce que vous faites plein de films que ça marche, mais il faudrait aussi... Enfin, bref... C'est juste cette même vision que critiquait exactement il y a quelques mois Justine Triet, à savoir, bientôt, nous allons avoir une vision du CNC qui va sans doute être modifiée, qui est soutenue par en tout cas Boutonnat et maintenant par des institutions publiques, pour donner moins d'aide, et notamment, et ça c'est très triste, les recettes sur... les avances sur recettes qui aident notamment les premiers films. Donc ça veut dire qu'on ne donne plus d'aide pour la création de nouveaux talents. Et ça pose vraiment problème. Donc voilà, c'est très compliqué, c'est un rapport qui fait plus de 100 pages, il y a des articles qui l'expliquent très bien. Là, j'avais lu un peu l'article du Monde, mais voilà. Mais en fait, c'est une vision de l'art qui est très triste, et ça m'agace quand on voit toutes les réactions qu'a pu provoquer le discours de Justine Triet, parce qu'en fait, c'est exactement ça qu'elle dénonçait en disant attention, on va vers une vision qui ne pense qu'à l'argent et pas à la création culturelle. Et ben en fait, on est en plein dedans. Simon. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu as bien fait de rappeler qu'effectivement, le budget du CNC, ça n'est pas le budget du ministère de la Culture. C'est pas à vos impôts, c'est pas... voilà. Donc s'inquiéter de sa rentabilité ou de la manière dont il dépense son argent quand on est la Cour des comptes, c'est un petit peu spécieux. Mais c'est d'autant plus spécieux qu'à mon sens, il faut là absolument rappeler qu'est-ce que c'est le CNC, à quoi ça sert originellement. On est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ça va pas super fort, il y a des tickets de rationnement, beaucoup de gens sont morts, beaucoup de maisons sont cassées, c'est pas la fête en France. Et eh bien les Américains arrivent avec un truc qui s'appelle le plan Marshall. On se dit chouette, ils veulent nous donner de l'argent pour qu'on aille mieux, qu'est-ce qu'ils sont gentils. Et comme les Américains ne sont pas que gentils, ils sont aussi intelligents, voire un peu malins, et qu'ils sont plutôt bons en soft power, on va dire en influence culturelle, eh bien lorsqu'ils vont négocier, comment est-ce qu'ils donnent l'argent de ce gentil plan Marshall? Ils vont notamment le conditionner au fait que la France renonce à ses quotas en matière de cinéma. Tout simplement parce que les Américains ont bien conscience que la meilleure façon de vendre leurs produits, de les vendre à l'étranger, c'est que les gens aillent voir des films dans lesquels il y a des cow-boys qui fument des Marlboro, qui ont des jeans et qui ont des Colts. Enfin bref. Entre autres choses. Et donc, l'État français va dire à la culture française, désolé les gars, mais maintenant il n'y a plus de quotas, on ne va plus vous protéger, vous allez bouffer de la production américaine que les gens vont adorer et vous allez crever. Bon, il se trouve que la culture, le monde de la culture, le monde du cinéma n'a pas été tout à fait d'accord, c'est énormément battu pour que l'État retoque cette partie des accords du plan Marshall, ce que l'État n'a pas fait, mais en revanche, l'État a accepté en gros à ce que le monde du cinéma s'organise, qu'il s'organise collectivement, et ça aboutit à créer le CNC. Le CNC a pour vocation de protéger l'industrie du cinéma français, d'aider à, alors avec Unifrance aussi qui arrive après, mais bon c'est encore autre chose, d'aider à sa propagation hors de nos frontières, mais en fait tout simplement de veiller à ce que ce secteur industriel et culturel reste dynamique, pas à veiller à ce qu'il soit rentable. Pas à veiller à ce qu'il soit rentable, ça n'est pas la même chose. On peut l'être par endroits, on peut ne pas l'être. Et un très bon exemple, c'est justement Justine Triet, dont on a déjà parlé plusieurs fois dans cette émission. Le premier film de Justine Triet, son premier long métrage, c'est La bataille de Solferino, je crois que c'est 14 000 entrées. Ça s'appelle un gros bide. Si on est dans un système qui doit être que commercial, alors déjà, on ne finance pas ce premier film, parce que quand je lis le scénar de La bataille de Solferino, tu te dis, s'ils font 14 000 entrées, c'est un miracle. Donc déjà, tu finances pas ce premier film. Et puis, si tu finances ce premier film, tu finances pas le deuxième, après qu'elle ait fait 14 000 entrées. Le deuxième, c'est Victoria. C'est plus d'1 million d'entrées. C'est une comédie magnifique et qui a un gros succès. Ce qui lui permet d'enchaîner sur Sibylle, qui est un peu plus compliqué, un peu plus pointu, un peu plus expérimental, un peu plus raté, qui marche moins bien. Et ben, c'est pas grave. Elle peut continuer avec Anatomie d'une chute, qui va être un grand succès populaire et qui est une palme d'or. Donc oui, il y a besoin d'un système qui s'inquiète de la dynamique, du dynamisme et de l'influence du cinéma français et qui n'a pas comme première vocation d'être rentable. Ça n'est pas sa mission. Aller au cinéma, financer le CNC, et comme ça, on aura de nouveaux films de Justine Triet. C'est nul comme chute, mais du coup, je voulais faire un truc un peu genre... Attention, roulement de tambour, tout le monde, roulement de tambour. Le film qui va représenter la France aux Oscars, et justement, puisque nous en parlions, selon toute évidence, Simon... Anatomie de Dodin Bouffant. Ah. Et oui, alors je vais pas vous refaire toute la liste des prétendants. Donc là, la France devait sélectionner qui est-ce qu'elle envoie concourir aux Oscars. Il y avait donc notamment La Passion de Dodin Bouffant. Il y avait évidemment Anatomie d'une chute de Justine Triet, Palme d'Or, succès populaire, qui a déjà un distributeur de renom aux États-Unis qui s'intitule Néon, qui est en droit d'attendre un succès après une présentation magnifique au festival de Telluride.
Eh ben non, on n'a pas choisi Anatomie d'une chute, on a choisi La Passion de Denain Bouffant, film que je tiens pour être un chef-d'œuvre absolu, mais qui est quand même un film expérimental qui commence par 40 minutes de Benoît Magimel en train de suer devant un carré d'agneau. Donc voilà, c'est compliqué. Donc c'est un choix qui me paraît un peu suicidaire. La seule explication logique, c'est le fait que Néon ait, on va dire, annoncé publiquement que eux allaient pousser pour que le film Anatomie d'une chute concourt dans les catégories meilleur réalisateur, meilleur scénario, meilleure réalisatrice et meilleur film. Certes, il me semble néanmoins que c'est limiter ses chances de ne pas faire front commun et c'est désavouer une palme d'or française. C'est quand même idiot en tout point, d'autant plus que La Passion de Denain Bouffant, encore une fois, que je trouve un film absolument incroyable, me paraît beaucoup moins accessible qu'Anatomie d'une chute, qui est un drame matiné de thriller, qui travaille plein de problématiques qui sont vraiment pile à l'heure, j'ai envie de dire. Donc, à tous les niveaux, les gars se flinguent. En plus, Anatomie d'une chute, il y a les 2/3 du film en anglais. Enfin, je veux dire, bref, c'est un espèce de non-choix complètement suicidaire, d'une rare idiotie, et qui est regrettable. Qui c'est qui représente la Belgique ? Je pense que c'est Augure de Balogie qui était au Certain Regard. Oui, je pense. Pas aux Oscars, voilà. Je pense. Bah non, mais le racisme. Écoute, au vu de vos choix absolument succulents ces dernières années, je pense qu'on y était plus souvent que vous. Arthur, t'oublieras pas de me rendre mon intégrale de Michel Leb en DVD, s'il te plaît. Oh l'enfer. Autre grosse actu de la semaine, c'est le coup de gueule de Muriel Robin dans l'émission Quelle époque, Sophie. Muriel Robin qui a dit en substance que si elle n'avait pas eu de rôle au cinéma, bien c'est parce qu'elle était homosexuelle et que c'était une des rares femmes ouvertement homosexuelles en France et dans le monde, l'a-t-elle dit. Torrent de réactions évidemment, tant de soutien que d'incompréhension, et Jean-Claude Brialy, a-t-on pu lire ici et là. Que faut-il retenir de cette polémique de la semaine, Sophie ? Alors, tout bonnement... Jean Marais, on a dit Jean Marais. Mon Dieu, Jean Marais. Ce que j'ai pu retenir de cette intervention télévisée, c'est que il y a même eu plus ou moins une forme de hashtag qui est Muriel Robin a raison ou Muriel Robin est juste. C'est quelque chose qui est revenu beaucoup. Je pense néanmoins que la forme de son discours n'était pas parfaite. Il y a des espèces d'incohérences, et notamment quand elle dit « je suis la seule » et qu'elle le met au présent, elle aurait dû le mettre à l'imparfait. Elle aurait dû dire « j'étais la seule à m'assumer lesbienne il y a 30 ans ». Parce qu'en effet, ce qu'elle dit, juste pour vous résumer, c'est que elle n'a pas pu avoir la carrière escomptée au cinéma parce qu'elle était, il y a 30 ans, déjà ouvertement lesbienne. Et que quand on est homosexuel, surtout pour une femme, parce qu'elle parle majoritairement du lesbianisme, elle est pas pénétrable. Et c'est le mot qu'elle utilise. Pas pénétrable, pas pénétrée, c'est-à-dire pas objet de désir. Elle n'est pas une pin-up qu'on peut accrocher parce qu'elle enlève toute forme de fantasme masculin. Surtout qu'elle l'a assumé, comme elle le dit, elle était tellement en dépression qu'elle en a déformé son physique de malheur. Enfin, vraiment, elle parle de tout ça avec une honnêteté que je trouve assez remarquable. Là où c'est un petit peu plus subtil, c'est que, où elle a manqué peut-être de clarté dans son discours, c'est que ce qu'elle veut dire, c'est qu'elle l'a assumé dès le début. Et que ça, pour le coup, ça a été presque un acte déjà très militant et surtout assez inédit. Et sur ça, je la rejoins. En effet, il y a 30 ans, c'était très compliqué de dire « Bonjour, je suis actrice et je suis lesbienne ». Et quand elle cite, parce qu'elle en cite, elle cite évidemment Jodie Foster, elle cite Kristen Stewart, qui sont des personnes, comme beaucoup de personnalités aujourd'hui ouvertement homosexuelles dans le cinéma et particulièrement francophones, qui ont d'abord commencé leur carrière en étant taguées hétérosexuelles. Et elle cite notamment la liaison entre Kristen Stewart et Robert Pattinson, et après elle a été aussi avec un homme avant de se mettre avec des femmes publiquement. Ce qui est intéressant, c'est que cela a donné pas mal de gens qui ont cherché des contre-exemples, mais qui étaient toujours des contre-exemples qui allaient au final dans le sens de Muriel Robin, qui sont des personnes qui se sont cachées ou qui l'ont fait en fin de carrière ou qui l'ont fait après un grand rôle au moment où la notoriété était faite. Mais ce qui est plus intéressant, c'est de voir que des gens comme des directeurs de casting, des jeunes comédiens ont tous pris la parole pour abonder dans son sens, pour dire que en effet, c'est très compliqué, beaucoup plus compliqué d'être et de s'assumer homosexuel au cinéma. Je tiens à mettre aussi un petit bémol, je pense qu'il est plus facile, parce que j'ai beaucoup réfléchi aussi, je pense qu'il est beaucoup plus facile et qu'il a toujours été beaucoup plus facile d'être ouvertement homosexuel dans le milieu de la série télé.
Je pense que c'est un fait, on le voit encore maintenant. Le nouvel acteur qui va incarner Dr. Wu a fait un coming out public, alors que c'était déjà très, très fortement présupposé, notamment avec son rôle dans Sex Education qui laissait une ambiguïté, et même dans sa manière de faire la promo. Mais c'est bon, on a un Dr. Wu qui est incarné par un homme noir et homosexuel. Et je pense que la série a toujours été beaucoup plus en avance. On peut voir des Neil Patrick Harris, on peut voir tout ça. Et je pense que la télé est plus ouverte. Série télé. Je pense que Muriel Robin a raison, cependant, pour le cinéma. On est encore dans un système où la désirabilité est le premier étendard, la première porte d'entrée médiatique. Et c'est pour ça que certains humoristes arrivent plus facilement aussi à avoir du succès, parce qu'ils ne rentrent pas dans ces standards de beauté et de cadre que l'on demande aux comédiens. Et je trouve qu'en fait, c'est un constat hyper triste, parce qu'on a tous l'impression dans nos bulles cinéphiles que ça va mieux. Je pense qu'elle est un peu plus alarmiste qu'il ne l'est, parce qu'il y a malgré tout des petits changements, mais on entend encore certains comédiens, et je pense notamment, j'ai vu un tweet de Tristan Lopin, qui est humoriste et qui, de ce que je comprends, tente de faire carrière au cinéma depuis quelque temps, et à qui on demande d'être moins efféminé. On est encore sur ce constat-là. Il y a cette chose, enfin, ce fait qu'elle pointe et qui a été débattu, et qui, moi, je trouve assez cruel, c'est de se dire que quand on donne des rôles d'homosexuels à des acteurs hétérosexuels, c'est formidable, et ils ont des prix. On leur donne des Oscars, c'est vraiment de la transfiguration. Tom Hanks, évidemment, Taron Egerton en Elton John, Jake Gyllenhaal, blablabla, etc. Or, l'inverse est globalement strictement impossible. C'est pour ça que je reprenais l'exemple de la série, parce que en effet, Neil Patrick Harris dans How I Met Your Mother, qui incarne l'hétéro pur et dur, le tombeur de Nana, est en fait ouvertement homosexuel depuis bien avant le début de la série. Par contre, je suis pas sûre qu'il ait fait son coming out avant Starship Troopers, par exemple. Non, il a fait son coming out pendant la diffusion de la série. Ah voilà. Ah oui, mais je pense que le cast le savait quand ils l'ont engagé, mais voilà. Non, mais je trouve que c'est un constat extrêmement triste, et peut-être qu'en fait c'est un bon rappel à l'ordre, parce que et pour parler personnellement, moi, en regardant RuPaul, en regardant des séries depuis très longtemps comme Glee, comme Orange is the New Black, j'ai l'impression que ça y est, il y a plus de représentation LGBTQIA+. J'ai l'impression que on est en train de changer les codes de beauté, qu'on est en train d'être dans l'inclusion. Et en fait, elle vient juste rappeler que il y a 30 ans, c'était juste impossible, et qu'en fait, encore maintenant, on est juste passé de impossible à très compliqué. Donc en fait, il y a la marge de progression qu'on a l'impression qui est rapide, en effet, elle est quasi inexistante. Et c'est pas parce qu'on peut citer que quelques contre-exemples que la situation a réellement évolué. Mais surtout, on parle de contre-exemples qui ne rentrent pas tout à fait dans le domaine, dans le sujet qu'elle soulève. C'est-à-dire que oui, il y a des niches, des marges, des spécificités. Il y a des endroits où ça s'est ouvert, où ça s'est dénoué. Et tant mieux, c'est très bien. Mais effectivement, si on en revient à ce qu'elle dit, à savoir quel comédien ou comédienne de premier plan qui soit une star, qui obtienne des premiers rôles, c'est ça dont elle parle, qui obtienne des premiers rôles, homme ou femme, même si elle parle spécifiquement des femmes, et qui soit ouvertement homosexuel ou LGBTQIA+, il n'y en a pas. Il n'y en a pas où ils arrêtent leur carrière. Parce que la seule auquel on pense, et ça reste du cinéma artsy, mais Adèle Haenel, elle a quand même eu des rôles au cinéma, elle a quand même eu des rôles importants. Mais au prix de quelle violence. Mais voilà, et c'est là que j'en viens, c'est-à-dire que même quand on arrive à se mettre sur le plan, même dans le cinéma indé, parce que encore une fois, Céline Sciamma, elle tournait quasi majoritairement avec elle, Céline Sciamma étant elle aussi homosexuelle, donc il y avait un safe space pour elle. Donc c'est-à-dire qu'elle allait pas être jugée par la réalisatrice, mais elle a arrêté sa carrière. Elle a arrêté sa carrière parce qu'elle était en proie au harcèlement sur les réseaux sociaux. Sa carrière était compliquée. Et en effet, je crois, si je dis pas de bêtises, qu'elle avait déjà outé à l'adolescence au moment de la naissance des pieuvres. Et je crois que c'est la seule. C'est la seule. Et puis il y a un truc que moi j'ai trouvé vraiment dégueulasse par contre dans les réponses négatives, c'est que une fois qu'on avait trouvé d'autres artistes comme ça, énormément de gens mettent en avant que peut-être que Muriel Robin était juste pas assez talentueuse pour avoir ses rôles, et je trouve ça horrible. Déjà premièrement parce que on parle quand même d'une des humoristes qui a le mieux marché en France, qui remplit des salles à guichets fermés mais depuis longtemps, et qui continue encore maintenant à cartonner. Et puis quand bien même, on en a des gens pas talentueux qui ont des rôles. Donc je trouve que cet argument, il était vraiment. Puis elle a été primée à l'international. Et vraiment, oui, c'est vrai, elle a eu un Emmy. Voilà, juste pour parler de cet aspect-là que je trouve vraiment aussi tout aussi dégueulasse. Tu nous vends
pour nos amis d'outre-Kiev, la Batavia. Et vous, est-ce que vous pouvez nous dire, pareil, dans nos commentaires, si vous êtes d'accord avec Muriel Robin ou si vous trouvez quand même que vraiment le cinéma c'est rempli de tapettes et de goudous et que tout ça est quand même vraiment dégoûtant. On va reprendre le fil de sortie de la semaine avec le prix du jury du Festival de Cannes, le 20e film du réalisateur finlandais Aki Kaurismäki, Les Feuilles Mortes, un film qui s'inscrit dans la suite de sa trilogie des Travailleurs qu'il a tourné à la fin des années 80. On y suit Hansa, qui est employée dans un supermarché, virée sans préavis pour avoir volé dans les rayons. Elle rencontre Olapa, travailleur de chantier et alcoolique notoire, et contre toute attente, on va bien se marrer. Puhelinnumeron. Miksi et kysy numerotiedustelusta? Ei tiedä nimeä. Les Feuilles Mortes d'Aki Kaurismäki avec Alma Poisti et Jussi Vatanen. Peut-être qu'on commence par représenter, par reparler du cinéma de Kaurismäki, de ce cinéma très particulier qui tire un fil depuis une bonne vingtaine d'années maintenant, qui veut s'y coller. Simon. Alors, Kaurismäki, c'est un réalisateur qui est assez particulier parce que si vous n'avez jamais vu un de ses films, vous devez vous dire en nous entendant, qu'est-ce que c'est que cette déprime terrible? Oh là là, il va nous parler de gens qui galèrent en plan fixe et qui sont malheureux et à la fin ils sont encore plus bas. Non, alors c'est pas du tout ça. Et pourtant c'est un peu ça aussi. Un peu comme ça, un peu ça quand même. Hein. Oui, mais c'est ça qui est intéressant. Il faut savoir qu'on retient beaucoup de Kaurismäki, notamment une trilogie thématique qu'on appelait la trilogie du prolétariat, qui sont 3 films qui traitent de travailleurs, de la classe laborieuse et de gens vraiment qui galèrent. Et puis la particularité de Kaurismäki, c'est comment pourrait-on dire, un monde qui est à la fois extrêmement graphique, extrêmement rigide. Il y a un soin apporté à la composition des cadres, au choix des couleurs, qui est impressionnant. C'est pas du tout un cinéma plus gris que la vie, un truc. C'est un cinéma très coloré. Oui, voilà, c'est un cinéma qui est extrêmement coloré, qui est très vif, paradoxalement, même s'il est essentiellement fait de plans fixes ou de mouvements d'appareil. Très simple, que ces récits sont c'est de l'équivalent de la ligne claire en BD, quoi. Je veux dire, ça tient à pas grand chose. C'est encore une fois très simple, hein. Celui dont on parle là, Les Feuilles Mortes, dure je crois 1h15 générique 1h20. Oui, non, voilà, c'est 1h20 générique compris. Donc on est sur des récits très dépouillés, simples, qui ont une idée très précise en tête et qui vont la dérouler. Son esthétique, elle est restée extrêmement cohérente tout le long de sa carrière. Alors il y a bien sûr, je vous disais, ce qu'on appelle la trilogie du prolétariat, mais dans ses films un peu plus récents, moi je vous recommande volontiers Le Havre. Évidemment, magnifique. Voilà, qui pour moi était peut-être son plus grand film. Et là on en arrive à ce qui est peut-être le point le plus évident, c'est que non, c'est pas quelqu'un de doloriste, c'est certainement pas quelqu'un de naturaliste, quand bien même, comme tu le disais, il va nous raconter l'histoire d'amour d'une caissière et d'un ouvrier alcoolique. Non, c'est quelqu'un d'incroyablement tendre, sinon optimiste, et qui s'intéresse à là où se niche l'humain. Et alors, moi je trouve, on va dire, si je suis honnête avec moi-même, que Les Feuilles Mortes, c'est un très 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 beau film, vraiment. Après, pour moi, c'est tellement, ça rentre tellement totalement dans son canon esthétique que ça m'a pas forcément transporté, même si je reconnais que ce que je vois à l'écran, c'est quand même un sacré morceau de cinéma. Mais ce qui me touche énormément dans le film, on l'a dit brièvement, c'est sa photo, encore une fois. Comment réussir à faire un film dont j'ai le sentiment qu'il est hyper réaliste et en même temps, je suis pas loin du Magicien d'Oz, quoi. Et je dis ça vraiment au premier degré. Je veux dire, c'est un des premiers plans du film lorsque le personnage féminin est dans le vestiaire après sa journée à la caisse, en train d'enlever sa blouse pour mettre ses vêtements. Elle est donc avec de dos à une collègue qui fait de même. Et elles ont donc devant elles chacune une rangée de casiers. Et il y a les couleurs des casiers qui sont 2 oranges un petit peu différents. Leurs vêtements qui vont du jaune au vert, un fond bleu derrière. À la fois, c'est totalement glauque, c'est hyper réaliste, c'est très simple. Et en même temps, cet agencement très précis de couleurs te dit que là-dedans, il y a quelque chose de la vie qui se déroule. Et ça, c'est une espèce d'équilibre. Il est toujours sur le fil là-dessus. Et moi, curieusement, c'est un film qui me donne une énergie et une joie de vivre absolument incroyable. Mais parce que vraiment, il arrive à te réenchanter un quotidien, qui sent le caouet un peu trop petit, quoi. Et c'est pas évident. Et enfin, moi, il y a un truc qui, dans ce film-là, précisément de lui, m'impressionne beaucoup. Il filme des gens qui sont enfermée, engoncée dans un quotidien qui est très mécanique. Que ce soit elle qui est caissière, je pense que j'ai pas besoin de nous décrire ce que c'est que le quotidien d'une caissière, c'est répétitif, ce sont des gestes qu'on répète, qu'on refait. Oui, puis après elle travaille à l'usine ensuite. Oui, voilà. Mais
Et vous voulez pas que tu spoil le plot twist du changement de métier? Oui, non, mais je veux dire, ça revient au même. Je veux dire, c'est au bout de 10 minutes de film. Ça change pas. Non, mais ce que je veux dire, ça change pas le. C'est moche. Ça change pas ce constat. Lui, donc, c'est un ouvrier qui vit dans un espèce de, je sais pas si c'est le même système qu'en France, mais plus ou moins de foyer, quoi, de travailleurs. Donc, pareil, des gestes et des mouvements qu'on répète quotidiennement, qu'on fait tout le temps. Le tout avec des mouvements de caméra, on le disait, qui sont très simples, voire un peu mécaniques. Et donc, dans ce programme, qui pourrait être un truc glacial, qui pourrait être un truc complètement déshumanisé, il arrive justement à capter tous ces petits moments où c'est tout ce qu'il y a d'humain en nous qui éclot. Ça peut être un échange de regards, c'est un geste un peu raté, c'est une attention, c'est un sourire. Et en fait, finalement, dans ce monde ultra normé, ultra mécanique, qui normalement ne devrait rien laisser affleurer de ce qu'il y a d'un peu chaleureux en nous, au contraire, justement, ça ne fait que souligner tout ce qu'il y a d'humain autour. Et je trouve que c'est un sacré tour de force de réussir à faire ça et à nous faire ressentir ça. Voilà. Il faut, Thibaut, parler d'une constante dans le cinéma de Kaurismäki, c'est qu'effectivement, dans ce contexte assez dur et souvent socialement assez dur, ou assez triste, assez mélancolique, il faut dire que la plupart des personnages de Kaurismäki sont frappés d'acédie. Ah. Ding, ding, ding. L'acédie. C'est les gens qui écoutent ACDC toute la journée. C'est l'état de malaise spirituel, de désintérêt profond pour la vie et les activités souvent associées à la mélancolie et au vide existentiel. Dépressif, quoi. L'acédie. Ça arrive à des gens très bien. Non, mais et dans tout ça, c'est effectivement, c'est pas doloriste, c'est l'inverse de Ken Loach, quoique ça peut être drôle chez Ken Loach. Mais il y a un humour, qui d'un seul coup est effectivement un humour qui joue sur le décalage, mais qui est vraiment un humour. Enfin, moi, dans tout ça, on se poile dans les films de Kaurismäki, ce qui est assez contre-productif ou en tout cas contre-intuitif. Complètement. Et c'est marrant parce que son cinéma est assez unique, que ce soit visuellement, dans sa façon de parler de certains thèmes. Je veux dire, il est quasiment le seul à faire ça. Et en même temps, il y a des parallèles qu'on peut faire avec d'autres cinéastes, genre Roy Anderson ou Abel et Gordon. Et j'ai pensé à ça parce que j'ai vu le nouveau film d'Abel et Gordon cette semaine, un couple belgo-anglais de réalisateurs, qui ont aussi un cinéma un peu dans qui semble pas toujours très naturel. Quand on regarde, il y a quelque chose de très travaillé, un peu théâtral, un peu mécanique, qui est toujours aussi un peu intemporel. On sait jamais quand se déroule ce film. Ça pourrait être il y a 30 ans comme ça pourrait être il y a maintenant. Et il y a plein de petites choses comme ça dans ces films qui font que en fait, on peut les regarder n'importe quand. On sera toujours capté par quelque chose dans l'histoire, par les personnages, par la façon de faire, qui ne peuvent, en tout cas, me concernant, que me toucher. Parce que, on voit quelque chose de différent, on voit quelque chose à part. Et cette façon de parler de gens qui ont parfois, qui vivent des drames ou qui sont vraiment au fond du fond, ça peut donner un côté très froid, effectivement, parfois dans la mise en scène, dans la photo. Mais il y a toujours quelque chose d'un peu solaire, d'un peu réjouissant. Et je trouve toujours assez impressionnant de voir ces réalisateurs, ces metteurs en scène qui arrivent à faire des contrastes comme ça énormes entre le fond et la forme, et qui réussissent à le faire, parce que beaucoup s'y essayent. Par contre, le réussir, ça c'est quand même autre chose. Et ici, même si je préfère largement Le Havre que Simon citait tout à l'heure, je trouve que dans Les Feuilles Mortes, il arrive à nouveau quand même à réussir son coup, et prix du jury quand même assez mérité, c'est clair. Arthur, on l'aura bien compris, tu es un peu acide vis-à-vis de ce film. Tu n'as pas beaucoup rigolé. Pardon, excusez-moi. Oui, tu disais ? Oh là là, mais tu es vraiment mauvais. Non, je suis désolé. En fait, je vais être tout à fait honnête avec vous. Je connaissais pas Kaurismäki avant sa sélection à Cannes cette année, donc j'ai voulu rattraper au moins un film. Je me suis dit, je vais pas faire tout ça filmo. Flemme, il y a des trucs quand même à voir avant, mais j'ai voulu en rattraper un. Pas de chance pour moi, j'ai rattrapé un film qui s'appelle Ombre au paradis, qui fait partie de la fameuse trilogie du Prolétariat. Ouais. Qui est exactement le même film. Enfin, non, le parcours des personnages n'est pas le même, mais c'est l'histoire d'un éboueur qui tombe amoureux d'une caissière. Et j'ai déjà pas beaucoup aimé Ombre au paradis parce qu'il est dans exactement ce que je reproche aux Feuilles Mortes, plutôt beau visuellement. C'est vrai qu'une manière de filmer le naturel avec une embellie que je soupçonne pas et qui m'attrape, mais avec des personnages moroses qui ne transparaissent jamais aucune émotion. Jamais, et dont je ne crois aucune des interactions, à aucun moment. Les Feuilles Mortes, moi j'ai un vrai souci, c'est que les dialogues sont débités sans aucune émotion, jamais. Quand le personnage de l'homme va s'énerver parce qu'elle va lui dire un truc qui blesse, je n'y crois pas. Quand ils vont se séduire sans vraiment se parler, j'y crois pas. Et moi j'ai un vrai problème sur ce côté...
on ne se dit rien. Et on est comme ça tous les deux. Et je comprends pas comment on peut être touché par ça, même si effectivement ce que je vois autour de la DA est assez intéressant. Moi, je vais vous dire le truc que je trouve le plus intéressant dans le film, c'est que le personnage de la caissière va écouter la radio régulièrement. Enfin, les deux personnages écoutent la radio et qu'ils écoutent les récits de la guerre en Ukraine. Faut savoir que la Finlande a une frontière de 1400 km avec la Russie, c'est énorme. Donc on comprend que pour les Finlandais, c'est quelque chose très important, cette guerre en Ukraine, qu'ils peuvent y toucher. Et moi, le seul truc que je trouve un peu intéressant, c'est de me dire, ok, donc là, ce que le réalisateur me dit, c'est que leur quotidien est tellement triste et morose que le seul truc pire, c'est la guerre. Et donc, elle écoute ça pour se dire, ok, il y a pire que mon quotidien de merde. Et à la fin, en fait, elle en peut plus, elle écoute plus la radio. Donc, en fait, c'est le seul truc que je trouve un peu intéressant. Moi, le reste, je suis passé, mais complètement à côté. Et quand je vois les critiques dithyrambiques, je me dis que c'est peut-être moi qui ne suis pas du tout sensible à ce type d'écriture-là et à ce type de cinéma-là. Et c'est horrible ce que je vais dire et je m'en excuse d'avance. Mais pour moi, c'est le cliché, la caricature de ce que on peut imaginer comme étant du cinéma froid d'Europe de l'Est. Et ça m'énerve de penser ça. Surtout que c'est pas l'Europe de l'Est. Je crois que t'aimes pas les Finlandais en fait. Il y a peut-être un peu de ça. Non mais vous voyez ce que je veux dire ? Ce cliché qu'on peut avoir qui moi m'insupporte parce que je le sais, il est faux. Je sais que c'est pas vrai. Ce côté un peu cinéma austère, froid, peu de dialogue, filmé un peu avec des plans fixes machin. Mais c'est pas austère, c'est le Wes Anderson du Fenwick. Ouais, le problème c'est que chez moi ça marche pas quoi. Mais et pourquoi ? Donc j'ai essayé un film de 86, j'essaye son nouveau film. Essaye Le Havre. Peut-être. Mais ça reste très, très rigide, parce que Simon parlait un petit peu du mouvement de caméra. Il y a quand même pas grand chose chez Kaurismäki. Quand elle sort le plat préparé du micro-ondes au début, il y a un petit panneau. Il y a des petits panneaux latéraux de temps en temps. Non mais après, attention, je déteste pas non plus le film, il y a des trucs vraiment intéressants. Et il y a des scènes dans le bar, il y a des scènes de concert, elle est cool, tu vois. Le concert des deux nanas, c'est franchement à mourir de rire. Oui, mais d'ailleurs, petite anecdote, alors je voulais parler des nanas, mais j'arrive pas à prononcer leur nom. Le groupe s'appelle Mostaititot, un truc comme ça, et c'est deux nanas hyper connues parce que je suis restée au Q&A de la soirée, il y avait de la projection du film, il y avait l'acteur et l'actrice principale, et en fait elle nous a raconté que c'était deux méga superstars en Finlande et que la traduction littérale du nom de leur groupe, elle a dit c'est les filles épicées, c'est les Spice Girls. Ah oui. Voilà, c'était mon anecdote, elle est gratuite, elle est comme ça. Merci pour cette anecdote. Mais ce qui n'empêche pas que tu nous dises ce que tu as pensé du film. Le film vieillit plutôt positivement dans ma tête. C'est-à-dire qu'en le regardant, il y a eu une forme d'ennui poli que je vais pas du tout nier. Je trouve que le film est lent, peu rythmé, mais comme Thibaut a très bien cité Roy Anderson, ou ce genre de cinéma très posé, presque même un peu poseur, qui va laisser aussi bien une part d'imagination. En fait, il donne souvent les clés pour que l'esprit du spectateur tricote l'histoire. Justement, ils ont peu de mots, mais on va vite projeter, imaginer ce que les personnages vont vivre, ressentir. Et on est amené à avoir ce jeu mécanique. Mais comme, je vais citer ce film, alors je sais que tu l'adores, et moi j'ai eu l'effet que toi t'as eu de Jeanne Dielman. Moi, Jeanne Dielman, je peux pas m'empêcher quand je regarde le film... Attention à ce que tu dis. Hein. Non, mais tu vas voir où j'en viens. C'est un film où la caméra est tellement fixe sur des actions du quotidien que... Toi, Arthur, je me souviens que tu disais que ça te mettait dans un état contemplatif, presque. Moi, ça me mettait dans mon propre cerveau en boucle. Et je pense que de temps en temps, il y a des films qui sont amenés à avoir une certaine réception. Soit ça crée un lien. Moi, il y a des moments où le lien s'est fait avec ces personnages. Où un petit geste est devenu une action intense. C'est-à-dire que le moment où elle lui met la main sur la joue, il y a eu un truc parce que j'ai projeté tellement dans ma forme d'ennui et presque je pensais, mon cerveau était en boucle, donc j'ai pas pu m'empêcher d'imaginer ce qu'il ressentait, de créer une forme d'empathie extrême qui fait qu'au moment de la micro-action, j'ai ressenti quelque chose de fort. Mais tu vois, mais ce qui fonctionne avec Jeanne Dielman, c'est que le film dure extrêmement longtemps pour instaurer ce climat-là. Là, il se passe qu'1h15. Moi, je peux pas avoir une attache sur un quotidien aussi morose en aussi peu de temps. Après, je compare pas du tout la qualité non, je comprends tout à fait ton parallèle, mais pardon, excuse-moi, vas-y. Non, mais ça m'intéresse que tu répondes aussi, parce que moi, je l'ai eu très vite avec elle et beaucoup moins avec lui, même si c'est quand même
on va le dire, je pouvais pas m'empêcher de l'observer parce que pour moi c'était Bastien Bouillant, il y avait vraiment un bug dans la matrice. De fou. J'étais en mode mais l'acteur va venir sur scène, il va falloir que je lui dise, il va falloir que je lève la main et que je dise Vous excusez-moi. étiez super dans la nuit du 12. Vous saviez que vous avez genre un sosie officiel français et j'ai pas osé parce que je suis une personne respectable qui ne pose pas de questions bizarres en Q&A. Et donc voilà, donc le film, je le trouve relativement chiant, on va pas se mentir, mais je le trouve très beau, très poétique. Et plus j'y repense, plus je pense à des micro-scènes qu'en fait je trouve absolument charmantes. Je trouve ça beau, là, et Simon en a très bien parlé, je trouve que c'est un conte du quotidien. Et c'est dans cette espèce de noirceur et de tristesse, de pauvreté. Et les acteurs l'ont dit sur scène, hein, c'est vrai que le Q&A m'a vachement aidé à processer le film. Lui, il parle d'une passion. Il parle d'une vraie passion entre ces deux personnages qui n'ont que cette manière de l'exprimer. Et je trouve ça très joli comme postulat de départ. Je trouve que son postulat d'acting aussi est hyper intéressant. Il nous racontait que le réalisateur tourne en 1 prise, 2 prises maximum, pas de répétition. Alors ça c'est intéressant. Ça je suis d'accord, ça c'est intéressant. C'est hyper intéressant et il y a une scène justement dans une scène de karaoké au début du film où l'acteur principal se regarde dans un miroir. C'est hyper intéressant parce que l'acteur racontait l'anecdote, dont je peux vous la raconter au micro aussi. Il a dit, sur le scénario, il y avait juste marqué le nom du personnage, se regarde comme s'il attendait un miracle. Et il a dit, j'ai pas pu demander d'indication de jeu, fallait que j'interprète ça, parce qu'en fait, il demandait aussi à ses comédiens d'interpréter ces espèces de petits bouts de personnages. Je trouve ça fascinant. En fait, tout le discours m'est venu aussi quand eux en ont parlé. Mais c'est ça qui est très intéressant. Est-ce qu'il préserve un petit peu le film de quelque chose qui, moi, me gêne parfois chez Roy Anderson, Anderson. Chez Roy Anderson, qui fonctionne sciemment, hein, c'est volontaire chez lui, mais moi, c'est ma limite vraiment en tableau. Ce qui préserve pour moi Coris Maki du tableau, justement, c'est que j'ai l'impression que ça vient de ça, de ce peu d'indications, de ce peu de prise. Les comédiens sont vraiment en train de se prendre la tête. C'est tempête sous un crâne pour chaque scène, parce que dans chaque plan, les gars sont en train de se dire, est-ce que j'y arrive? Ils sont extrêmement concentrés dans ce qu'ils font. Et c'est pas juste, tiens, je vais le tenter comme ça, puis si ça va pas, on va en faire une deuxième. Puis tiens, fais-le moi en montant un petit peu l'accent tonique sur ta question, que sais-je. Non, là, tout d'un coup, ils sont extrêmement investis. Il y a une forme d'urgence. C'est exactement ça. Il y a une forme d'urgence dans ces séquences très construites et très posées et qui leur donne beaucoup de cœur. Et petite anecdote aussi, il est produit par Nuri Bilge-Ceylan et donc en fait c'est le lien entre les deux films que j'ai confondu à Cannes, Les Herbes Sèches et Les Feuilles Mortes pendant tout le festival et en fait les deux sont liés. C'est vrai qu'il aurait été produit par Michael Bay, il y aurait eu quelque chose, il y aurait eu un glitch dans la Matrix quand même. Hein. Peut-être pas, hein. Un truc un peu plus gore dans les scènes d'usine peut-être. C'était une explosion. Eh bien, Les Feuilles Mortes d'Aki Kaurismäki avec donc Alma Pöysti et Jussi Vatanen, et vous plutôt Feuilles Mortes ou plutôt Coup de pelle à travers la gueule. Vous pouvez nous dire ça dans les commentaires. Et si Pinochet était un vampire, né Claude Pinoche pendant la Révolution française, celui qui va devenir le sanguinaire dictateur chilien serait de fait un vampire qui, après avoir feint sa mort, commence à trouver le temps long après 250 ans de vie. Tel est le postulat du nouveau film de Pablo Larraín, El Conde, le conte sorti sur Netflix le 15 septembre dernier et prix du scénario à la Mostra de Venise. Je n'ai aucune envie de vivre 250 ans de plus. Pourquoi donc? Parce qu'on m'a traité de voleur. On peut dire à un soldat que c'est un assassin ou tout ce qu'on veut, mais pas que c'est un voleur. Mais tu as volé? Oui ou non? Moi, je suis venu parce qu'on m'a dit qu'on allait me verser de l'argent. Si je t'ai dit ça, c'était pour te convaincre de venir, imbécile. Alors, il n'y aura pas de donation. Bonsoir. Bonsoir, mon général. Il est vrai que j'ai commis des erreurs. El Conde, le conte de Pablo Larraín avec Jaime Vadel et Gloria Munkmeyer. On peut dire qu'il y a... Le mot est pas très joli, on dirait du Simon. Il y a 2 mamelles dans le cinéma de Larraín. Ça convoque des images un peu... Bon, au bout de ton idée, vas-y. Bon, il y a 2 grandes tendances dans le cinéma de Larraín. Il y a le biopic et la fiction pinochetiste ou post-Pinochet, etc. Et là, bim, bam, boum, on fait un peu 2 en 1. Thibaut, c'est toi qui commence. Non, c'est un peu. Attends, on est quand même plutôt dans la fiction post-Pinochet. Ouais, c'est vrai. Oui. Plutôt dans le biopic, on va dire. Ça, ce lentement est complètement raté. Je l'assume. À part que Pinochet a vraisemblablement effectivement des origines françaises lointaines. À part ça, je pense que pour le reste, il y a pas grand chose de biopic dans le film quand même. Après, on sait pas, ce qu'il faisait avec sa mère ou quoi.
Était-il vraiment un vampire? Allez savoir. Mais oui, c'est assez. C'est vrai que quelque part, oui, je comprends évidemment ce que tu veux dire. La Reine rassemble ces deux petites marottes, à savoir l'histoire de son pays et Pinochet, et le biopic, sous forme un peu à laquelle il nous a pas habitués quand même. Hein, un truc très. Concept un peu barré où Pinochet est un vampire. Tu te dis, bon, déjà, il y a beaucoup d'humour en apparence, ce qui est pas du tout le cas de la Reine quand tu le vois. Chaque fois que je le vois, j'ai l'impression qu'il tire la tronche jusque par terre, et ses films sont quand même assez austères. Mais quelque part, ça fonctionne assez bien. J'aime pas tout dans le film, mais je trouve ça assez couillu de se dire, bon, allez, je vais aller au bout de mon délire. Enfin, déjà, j'ai un délire assez barré. Je vais y aller franco, je vais parler des origines de Pinochet il y a 200 ans, qui viendrait du trou du cul de la France, qui aurait immigré au Chili. Je parle pas de 150 ans de sa vie quand même, parce que je veux aller à mon sujet, à ce qui m'intéresse vraiment, à savoir ce connard de dictateur qui nous a bien fait chier. Et sa famille d'arriérés. Et sa famille d'arriérés, et sa famille qui veut la thune. Qui veut la thune, c'est quand même ça le sujet principal. L'argent caché. Et ça fonctionne bien. Et c'est vrai que quelque part on reconnaît, et en même temps on reconnaît pas trop la Reine. C'est complètement paradoxal ce que je dis, mais dans l'esthétique, il y a quand même un peu la Reine qu'on connaît un petit peu. Faut préciser que le film est en noir et blanc. Ouais. C'est un très beau noir et blanc par ailleurs. Ouais, très beau noir et blanc. C'est un peu la mode hein. Maintenant. J'ai l'impression que si tu vois pas en festival 2 ou 3 films en noir et blanc, c'est que t'as pas été au bon festival. Ah bah depuis Gros Fast de Kevin Branagh, tout le monde veut faire du noir et blanc. En vrai, depuis Roma. Depuis Roma, effectivement, depuis Roma. Mais j'aime beaucoup Gros Fast, je te le valide. Chef-d'œuvre, Roma quand même. Oui. Mais voilà, j'aime bien le délire cinéma de genre qui fonctionne assez bien, parce que ça permet un peu de parler de tous ces traumas du Chili. Ça permet... Alors, j'aime un peu moins le film dans sa dernière partie. Alors, enfin, moins... J'ai une relation un peu paradoxale avec la dernière partie où il fait rentrer un nouveau personnage. Je sais pas si vous voulez qu'on le dise. Non, on va pas spoiler. Mais un personnage qui fait que il aborde aussi frontalement d'autres relations internationales du Chili avec l'Angleterre, avec son voisin. Et je trouve ça assez pas mal la façon qu'il a de parler de ça, du fait que l'Angleterre c'était un peu l'ennemi de tout le monde à l'époque. Alors que le Chili était quand même allié de l'Angleterre pendant la guerre des Malouines, donc contre l'Argentine. Mais tu vois quand même que la Reine aime pas les Anglais, hein, et tu le sens bien. Et j'aime bien quand il fait un peu ce genre de truc, qu'il est un peu, qui va un peu chatouiller les couilles comme ça. Ah oui, d'accord. T'aimes bien ça, hein. C'est donc dit. Qui va un peu avec pas mal de cynisme. Et ouais, ça me plaît plutôt bien. Et je trouvais que la Mostra démarrait bien avec un film comme ça. Oui, parce qu'il faut le dire, c'est le premier film. Enfin, en tout cas, moi, ce qui me concerne, c'est le premier film que j'ai vu en arrivant. Ouais. Je suis arrivé, j'ai pris mon accrète, j'ai eu le temps de manger une pizza, boire un spritz et hop, t'as de la chance. El Conde. Parce que nous, on a vu la daube, vraiment. On dirait un film de Coris Maki. J'allais le dire, One Brain. Qu'est-ce que tu en as pensé de El Conde, Arthur? Bah, en fait, ce qui est pas mal, c'est que j'ai ouvert la Mostra avec ça, et donc je pense qu'il y a un peu un rapport de, ça va être un film qui restera pour moi quelque chose. Surtout que, non mais, je veux dire, c'est un souvenir, tu vois, c'est particulier. La première fois que tu découvres une salle d'un festival qui est reconnu, que tu découvres tout un univers autour, et en plus, moi, Pablo Larraín, je suis plutôt fan. Plus peut-être même de ses biopics, hein, savoir Jackie ou Spencer. Moi, je trouve c'est brillant, mais brillant. Je connais moins sa carrière à côté. Si ce n'est Emma, qui est pour moi pareil, un petit chef-d'œuvre. Vraiment, No, c'était magnifique. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je l'ai pas vu pour le coup. Enfin, peut-être que je l'ai vu, je sais pas, mais. Et le club est très bien aussi. C'est plus froid, mais c'est très bien le club. Mais du coup, je trouve ça hyper intéressant qu'il aille ailleurs et en même temps qu'il réussisse à rester lui-même, qu'il étire une métaphore politique pour en fait assez rapidement parler de autre chose, à savoir une famille. Et en même temps, qui reste une métaphore politique tout du long. Moi, la dernière partie, je la trouve incroyable. J'ai été assez surpris que le jury de la Mostra lui donne le prix du scénario. Parce que même si le scénario, je le trouve cool, pour moi, c'est surtout visuellement, moi, le film est une énorme claque. Je le savais, hein. Quand tu vois Jackie, quand tu vois Spencer, surtout quand tu vois Emma, on sait que c'est quelqu'un qui sait faire des belles images et qui sait utiliser sa caméra. Et vraiment, là, le noir et blanc qu'il utilise est fou. Les plans où Pinochet s'envole, je trouve ça c'est génial. Ça, c'est magnifique. C'est surtout une idée géniale. Sublime. C'est-à-dire que Pinochet, il faut le dire, à un moment donné, revêt ses habits militaires, alors que le reste du temps, c'est un vieillard en jogging avec un déambulateur. Et de temps en temps, il revêt ses habits militaires et donc il s'envole
tel un vampire avec sa cape, et il y a des plans incroyables où il vole au-dessus de la campagne chilienne et au-dessus de Santiago avec sa cape de vampire, et non seulement c'est magnifique, mais en plus c'est désopilant. C'est-à-dire que moi à chaque fois que je voyais ça, je rigolais vraiment comme un tordu, quoi. Et c'est bien, alors que c'est pas du tout subtil, quoi. La métaphore c'est d'une lourdeur énorme, mais c'est un tel culot de faire ça, mais en fait c'est complètement désarmant. Mais en fait, de manière générale, le film est pas subtil. Le fait d'utiliser un dictateur transformé en vampire qui va littéralement boire le sang des siens, enfin, c'est pas du tout subtil. La dernière partie, encore moins. Mais je crois que c'est ça qui me plaît. Moi, c'est quelqu'un que je trouve qui est tellement justement dans la subtilité et dans la finesse d'écriture, justement sur ces biopics, là qu'il aille faire tout à fait autre chose. Et en même temps, pour parler de quelque chose, je suis sûr qu'il me manque plein d'aspects de l'histoire politique du Chili pour comprendre un peu le film. Et pourtant, je trouve ça très limpide. Et en plus, j'aimerais juste terminer en disant que je suis très content qu'il était en compétition à la Venise et qu'il ait eu un prix, parce que je pressentais qu'il allait subir le même sort que les autres films Netflix de cet acabit, à savoir ça va pas marcher avec notre audience, donc on le sort un peu sous le manteau. Netflix n'en a pas du tout fait la promotion. Il est sorti en loose day le vendredi 15 et personne n'en a parlé. Enfin, il y a eu des articles dans la presse, on est bien d'accord. Il n'a pas été mis en avant parce qu'il y avait Tapi qui était plus important pour Netflix France, et c'est dommage, parce que même si c'est un film qui est potentiellement mieux à voir sur grand écran que chez soi, certes, ça reste, je pense, parmi les meilleurs films qu'a pu faire Netflix original. Moi, en fait. Je l'ai vu sur ma page d'accueil Netflix. Tu l'as vu quand même? Moi, je savais pas qu'il était mais tu vois, il était pas dans le top découvert. 10, il était pas mis en avant particulièrement. J'ai pas vu de trailer sortir sur le compte Twitter de Netflix. Enfin, je trouve que, encore une fois, mais comme c'est souvent le cas, de la même manière, je me souviens que Athéna, quand il est sorti dans les autres pays du monde l'année dernière, après la Mostra, il est sorti très discrètement. En fait, il y a un peu ce truc de, on fait des films pour les festivals, soit c'est des gros trucs genre Maestro, Bradley Cooper, les Oscars, soit et je trouve ça dommage, parce que je trouve que c'est un film qui mérite vraiment qu'on en parle. Enfin, il mérite vraiment qu'on discute de ce film, quoi. Enfin, je trouve, je sais pas. Alors moi je peux vous dire quelques mots là-dessus, même si j'ai pas le droit de donner mon avis, mais là ce sera un avis plus objectif, puisque mon compagnon est chilien, donc c'était passionnant de le regarder avec lui, parce que il connaît vraiment toutes les arcanes de la politique chilienne et toute l'histoire de Pinochet. Faut rappeler que Pinochet est mort avec avec une cérémonie. La cérémonie que vous voyez avec la personne qui crache sur le cercueil, c'est un fait réel. Que la plupart de ce que les enfants disent, puisqu'il y a toute une série d'interviews des enfants, sont des faits réels. C'est-à-dire que ces gens-là ont volé, ils ont pris de l'argent, ils l'ont planqué, c'était des abrutis. Enfin, je veux dire, tout ça fait partie exactement de l'histoire politique du Chili. Ça n'est quasiment pas de la fiction. Et moi, je trouve ça, moi, je trouve le film effectivement brillant, je le trouve magnifique. Je trouve qu'il faut effectivement un culot sévère et sérieux et un projet remarquablement tenu pour pouvoir tourner en dérision à ce point-là un dictateur dont on fête le coup d'État aujourd'hui, les 50 ans, puisque c'était le 11 septembre 1973, qui a durablement, qui marque encore l'histoire politique du Chili, puisque la constitution actuelle est la constitution de Pinochet, et que le Chili essaye de la changer. Ils ont fait une assemblée constituante, le vote a été refusé. Bref, ils trimballent encore des casseroles et des fractures que Pinochet a infligé à la société chilienne. Et moi j'y ai reconnu un style qui est un style particulier, qui est issu de la littérature espagnole, qui s'appelle l'esperpento, qui était une façon de transformer des personnages. C'est ainsi que ça se faisait notamment au théâtre, dans des espèces de marionnettes grimaçantes, c'est-à-dire de jouer l'art de la caricature. Et donc c'était une forme de caricature grinçante, déformante, aux frontières du grand guignol, qui permet finalement de rire de l'oppression et non pas de faire de la caricature bouffonne, mais faire de la caricature un peu noire, qui finit d'ailleurs en général par se terminer en théâtre de marionnettes, parce que les personnages deviennent tellement caricaturaux qu'on ne peut plus les représenter par des acteurs, mais qu'on finit par les représenter directement par des pantins. Et j'ai trouvé cette veine-là dans le conte, et moi sincèrement, c'est un film qui m'a... Vraiment, je trouve que le projet est tellement casse-gueule. Imaginez faire un film comme ça avec Mussolini. Imaginez, pourquoi pas, faire un film comme ça avec Hitler. Tout le monde ruerait dans les brancards. Jojo Rabbit l'a un peu tenté. Pardon ? Jojo Rabbit l'a un peu tenté, qui est un film que j'aime pas du tout, mais... j'aime pas Jojo Rabbit non, mais enfin, tu vois. Non, mais je veux dire...
Oui, tout à parce fait. que ça m'a fait penser sur l'espèce de caricature. Enfin voilà, moi je n'ai qu'un conseil à vous donner. Foncez, regardez cet objet cinématographique totalement inédit, remarquablement filmé, extrêmement drôle, extrêmement grinçant, qui vous apprendra. Et parfois, moi j'ai des moments d'interview avec des enfants qui disent des choses. Je regardais Felipe, je lui dis non mais ils ont vraiment fait ça. Je fais oui, bien sûr ils ont fait ça. C'est réel ça. Enfin je veux dire ça, ce n'est pas du mensonge. C'est-à-dire que et d'un seul coup, cette réalité qui paraît caricaturale devient complètement grotesque et burlesque parce que on se rend compte dans cette mise en scène que c'est tellement démentiel d'avoir pu tromper tout le monde à ce point-là qu'on ne sait plus si on est dans la réalité ou dans la caricature. Moi, je trouve ça brillant. Et Felipe, il a aimé justement ? Oui, il a beaucoup aimé. Ouais. Sophie, toi, t'es moins convaincue. Je suis moins convaincue. Pablo Larraín, il m'en manque en fait. À chaque fois, je vois un film sur 2. C'est-à-dire que j'ai vu No, j'ai pas vu El Club, j'ai vu Neruda, j'ai pas vu Jackie, j'ai vu Emma. Neruda, on en a pas parlé. C'est très très beau Neruda. J'ai pas vu Spencer et j'ai vu celui-là. Donc c'est 1 sur 2 à chaque fois. Et pour l'instant, mon préféré, c'est vraiment No, qui avait été une espèce d'énorme claque quand je l'avais vu en salle à l'époque. Et depuis, je crois que ce qui est bizarre, c'est que No est un film beaucoup moins esthétisant que ceux qui ont suivi. En tout cas, j'ai l'impression qu'on va de plus en plus dans des radicalités esthétiques. En tout cas, même là, par rapport à Emma, qui était déjà beaucoup plus marquée visuellement. Moi, déjà, je perdais un petit peu d'histoire face à ces moments d'esthétique qui étaient certes très beaux et très oniriques, mais qui me laissaient un peu de côté émotionnellement. Et là, je revis un peu cette même chose. C'est-à-dire que moi, j'ai un vrai souci, parce qu'on n'en a pas parlé. Je trouve que le film est très drôle, très beau. Il y a des moments que je trouve fascinants de beauté. J'ai un vrai souci avec le film, c'est la voix off. C'est-à-dire que cette voix off d'ailleurs c'est con mais j'ai lancé le film sur Netflix. Au début, j'avais pas les bons sous-titres. OK, puis je continue le film et puis je vois que le son est en anglais avec un british très pincé et je me dis merde, j'ai pas mis, parce que c'est sur Netflix, vous l'avez vu en festival, moi je me suis dit, j'ai pas mis la bonne langue, je vais y retourner. J'ai eu le même réflexe au début. Voilà, et j'ai trouvé que ça m'a un peu sorti du film au début parce que je pensais qu'il y avait un bug. Oui, mais sauf que le reveal de la voix off est génial. Oui, mais du coup, c'est pour ça que je préfère vraiment la fin. Je sais que, du coup, ça divise un petit peu. Moi, la fin, je la trouve incroyable. Mille fois. Non, mais je trouvais qu'il allait un peu trop loin et je m'attendais tellement pas que je fais. Mais ça a du sens, politiquement, moi, historiquement, tout ce que tu veux. C'est ce moment-là oui, c'est bien. où le film m'accroche vraiment, sauf qu'on est à 30 minutes de la fin. Et au début, je peine parce que cette voix off, moi, la voix off, il y a toujours un effet, c'est un peu bizarre à dire, un peu un effet bande-annonce. C'est-à-dire que là, je vois une énumération de faits avec une voix off derrière qui énumère. Et moi, la voix off, c'est un souci émotionnel, surtout que cette voix off, elle est là à la fois quand on fait un espèce de résumé méga rapide, méga fantasmé de la vie de Pinochet, donc la France, Marie-Antoinette, le sang, le truc, le blabla. Mais moi, j'ai que cette voix off qui dure du coup hyper longtemps et qui est genre une espèce de succession qui m'empêche, en termes de rythme, de m'impliquer émotionnellement. Après, on a cette espèce de huis clos que je trouve hyper intéressant. Les personnages des enfants m'intéressent, me fascinent. Je trouve que ça raconte quelque chose. Il y a du signifiant politique qui vient me faire réfléchir et me donne envie d'en savoir plus, donc c'est un point positif. Mais j'ai du mal avec le personnage qui arrive, celui qu'on nous a présenté, cette espèce de personnage de nonne. Pareil, il y a un truc qui colle pas. Et donc, le film ne cesse de m'emballer parce que quand je vois ce Pinochet qui vole, j'ai littéralement la mâchoire qui se décroche en mode « Ah putain, c'est beau ! Mais qu'est-ce que c'est beau !» Et pareil, il y a un moment où... C'est fou, quoi. Non, mais pareil, il y a un autre personnage qui vole à un moment, genre « Ah putain, c'est beau !» Mais genre, je suis fascinée. Et après, voix off, événement. Et d'un coup, j'ai une espèce de dissociation entre ma projection émotionnelle sur le visuel que je trouve fou et la narration qui ne me parle pas du tout. Moi, la voix off, ça m'a coupé. Ça, vraiment, j'ai trouvé ça chiant parce que monolithique, parce que cette voix off, elle, est une narratrice. On n'a pas de progrès émotionnel vu que c'est une narratrice externe. En tout cas, on a l'impression que c'est juste quelqu'un qui va narrer. Et en fait, c'est là que je trouve que la fin est géniale. Mais moi, le début, j'ai l'impression d'avoir un documentaire. Et je sais que c'est volontaire. Et je sais qu'il y a quelque chose de l'ordre du chamboulement des genres. C'est hyper malin. Ça me casse émotionnellement du film. Donc, je le déteste pas. Je trouve que c'est un film magnifique, très très beau. J'aurais adoré le voir en salle. Vous avez eu de la chance.
C'est sans doute pour l'instant l'un des plus beaux films visuellement que j'ai vu cette année, il n'y a pas de doute là-dessus. Moi, cette voix off et ces 3 changements de rythme et de mise en scène me cassent un petit peu toute émotion que je peux avoir. Simon, t'as pas beaucoup entendu sur El Conde. Si, claro que si. Alors moi, je suis un petit peu embêté par le film parce que j'aime beaucoup Pablo Larraín. Il y a plusieurs de ses films moi, qui m'ont retourné la tête, que ce soit El Club, que ce soit Emma, que ce soit Spencer, enfin quasiment tous en fait, Jackie aussi, Neruda, voilà, on en a un peu parlé, mais c'est peut-être sur le papier politiquement un de ceux qu'on pourrait le plus rapprocher dans ses thématiques, dans ses ambitions de El Conde. Et moi, c'est la première fois que j'ai le sentiment que Pablo Larraín est un peu écrasé par son concept, ou plutôt par sa multitude de concepts. Parce qu'il n'y en a pas qu'un dans le film, il y en a beaucoup. C'est effectivement une biographie fantasmée de Pinochet, c'est un film de vampire, c'est un pastiche de cinéma de vampire, c'est une métaphore, pas forcément inintéressante, mais très épaisse sur... que sont ces dictateurs, ces grands prédateurs de la politique. C'est énormément de choses comme ça. C'est premier degré et en même temps, ça se veut grimaçant. Ça va effectivement vers cette caricature espagnole, mais très latine, on pourrait dire, parce que c'est pas très loin non plus de la commedia dell'arte, qui vise à se moquer des puissants. En France, il y a une tradition aussi de la caricature qui est très forte. Donc on a comme ça plein de liens avec ce film qui a une multitude de couches. Qui en fait pour moi finissent par se paralyser les unes les autres. J'ai l'impression c'est le film constipé de quelqu'un qui a trop mangé. Alors certes, les 30 dernières minutes, elles sont extrêmement réjouissantes. Là, tout d'un coup, ça s'accélère, ça y va beaucoup plus fort et c'est très appréciable. Mais avant ça, ouais, j'ai vraiment régulièrement l'impression que les choses s'annulent les unes les autres et bien sûr, c'est traversé de fulgurance. C'est traversé de plans, c'est traversé d'images, c'est traversé même de... Ne serait-ce que le regard de Pinochet, qui est quand même, pendant l'essentiel du film, qui est plus pathétique qu'autre chose, il faut bien le dire aussi. C'est pas Dracula. C'est certes un vampire, mais c'est pas Dracula. C'est vraiment C'est un vieillard en survêtement et déambulateur. Oui, voilà. Mais je veux dire, c'est un médiocre vampire, quoi. Il n'a de vampire, finalement, que la cannibalisation de ses semblables, des humains. Pas la classe, pas le côté noir, tout ce qu'on veut, etc. En fait, moi, je peux trouver ça intéressant sur le papier. Dans les faits, je trouve que ça fait un truc qui est quand même très lourd, très mécanique, finalement extrêmement programmatique, c'est-à-dire que bien sûr il y a des ruptures de ton, effectivement il y a des surprises et il y a des surprises, je ne m'attendais pas aux différents ingrédients, aux différents surgissements de personnages que vous avez évoqués. Néanmoins, dès l'entrée en matière, tu comprends un peu qu'on va se balader entre toutes ces tonalités. Et moi, ça me provoque pas grand-chose. C'est-à-dire, si c'est pour me dire que ces gens-là étaient des fraudes, des escrocs en cela qu'ils étaient incroyablement médiocres et bêtes et vulgaires, mais que malgré tout, peut-être à cause de ça, ils dévorent leurs semblables, les humains. J'ai l'impression que c'est vieux comme le monde. Enfin, si tu veux, je trouve que c'est quand même une manière très épaisse, très mécanique et parfois un peu poussiéreuse de me présenter les choses. Et surtout, moi, quand je vois le film, quand je vois son côté un peu démesuré, délirant, même si formellement c'est assez différent, mais je pense beaucoup à Sokourov, qui a beaucoup travaillé notamment sur la figure d'Hitler, mais pas que, qui a vraiment travaillé sur la figure des dictateurs, sur la figure des oppresseurs, qui a travaillé sur leur ridicule, leur faux côté grandiose. Et je trouve que le film de Larraín est vraiment à la traîne là-dessus, qu'il est beaucoup moins fort et surtout qu'il fait beaucoup de gras. Moi, tu vois, on parlait tout à l'heure d'Acide en se disant, oh là là, ça a été développé en long métrage, mais il n'y a peut-être pas la matière. Moi, quand je vois le film, j'ai un peu l'impression de voir un court ou un moyen métrage qu'on a transformé en long, vraiment. Oui, mais t'as aucune base pour dire ça, en fait. C'est vraiment, t'as l'impression d'eux. Alors c'est une manière polie de dire qu'on s'emmerde. Non, mais il y a une vraie construction narrative et une vraie évolution des personnages. Non, moi, je peux couper 40 minutes du film, tu vas rien perdre, je pense. Je suis un peu d'accord avec Simon. Quand même. Brutalité. Mais non, mais je t'enlève la première demi-heure, il te manque quoi? Alors l'intro elle est un peu longue et c'est vrai qu'il y a l'intro historique je la trouve super. Avec la Sexy Pinoche là, on dit qu'elle est trop longue. Très long l'intro, elle dure 10 minutes, 15 minutes. Ah non, elle est plus. En France? Ah non, mais en France. Ouais, mais il y a pas que en France. Après, elle continue la voix off. T'as un moment encore. Avant qu'on arrive vraiment au cœur central de la maison des enfants, des trucs comme ça, il y a franchement, tu sais quoi, on l'a chronométré. Il y a quasiment 45 minutes d'introduction et d'ouverture. 40 minutes. Il y a 40 minutes. Parce que le début du monologue avec des conversations avec la comptable, entre guillemets, qui arrive, c'est un peu avant 1 heure. Et le film fait 1h50. 1h57.
Non, 1h51. 1h53. Qui a raison, dites-le nous en commentaire. Bref, écoutez, allez donc jeter un... Quelqu'un veut dire un dernier mot pour pas terminer sur cette note déplaisante et malodorante, Thibaut? Viva Pablo Larraín. Ouais. Voilà, et oui, en fait, c'est vrai. Si vous connaissez pas le cinéma Pablo Larraín, franchement, ne foncez. commencez pas par ça. Vraiment, par contre. Non, c'est pas la porte d'entrée la plus facile. C'est pas la porte d'entrée. Ouais, mais c'est pas un truc qui te donne non plus les codes pour comprendre sa filmographie. Et tu peux commencer par ça et ensuite aller voir Jackie. No, c'est bien pour commencer. No, c'est super pour commencer. Comme ça, t'as la partie vraiment. Il parle de son pays et tout. Ouais. Ça fonctionne bien. Et donc, plongez-vous dans le cinéma et l'œuvre passionnante de Pablo Larraín. Et puis, à propos de El Condé, vous pouvez nous dire si vous êtes plutôt vieux comté matophile ou vieux comté ma photo. Quoi? Moi, je suis comté, tout simplement. Attends, j'ai pas compris. Vieux comté matophile. Et matophile, c'est qui aime le sang. Ouais. Vieux comté et ma photo. Vieux comté. Vieux comté et ma photo. Et matophile et ma photo. Je sais pas, j'ai essayé de faire un truc. On va appeler les Condés quand même. Bah, tu vois, je préfère celle-là. Oh, ça va. On arrive à votre rubrique préférée, la critique express torchée en 30 secondes, à peu près, souvent beaucoup plus. Même ça, c'est pas très précis. C'est vite fait, mal fait. Et on commence par la caméra d'or du Festival de Cannes 2023 qui prime le meilleur premier film, toute compétition confondue. Il s'agit de Papillon de lumière garde tout son mystère. Non, c'est pas ça. Des merdes. Et non, c'est L'Arbre au papillon d'or de Fan Tien Han et c'est Simon, top chrono. Alors, Fan Tien Han, dont on peut célébrer la fin de carrière parce que c'est une tradition, tous les films qui ont la caméra d'or voient leur metteur en scène ou leur réalisatrice maudit en général. C'est très vrai, c'est assez malheureusement. rare qu'ils aient une carrière après. Donc, bravo copains et adieu. C'est un très beau film. C'est un peu chiant, mais c'est très beau. Un contre-exemple là, tout de suite, maintenant, tout de suite. Lucas Dont, hein? Voilà. Bah ouais, Ça c'est le seul et c'est même pour ça qu'il a été mis en avant. On a dit, ouah, il a réussi à en faire un deuxième qui est pourri. Finalement, il en fera pas trois. Allez, désolé, c'était pas pourri. Hein non, c'était pas pourri, c'était nul. Mais non, dis pas ça, c'est pas vrai. Non, mais c'est juste pour attaquer la Belgique. Oui, voilà, bah ouais, non. Non, c'était très décevant. Et donc, arrête. Bref, oui, donc L'Arbre au papillon d'or. Alors c'est un film assez étonnant. C'est donc l'histoire d'un homme qui va retrouver sa nièce après le décès de sa belle-sœur. Et il se trouve que son propre frère, lui, a disparu, je crois, depuis des années. Enfin, je sais plus si on donne une date précise, mais depuis longtemps. Et donc ça va être à la fois les retrouvailles avec cet enfant, le chemin pour aller ramener le corps de cette belle-sœur, enfin tu vois, jusqu'à ses obsèques, puis ensuite la quête du frangin. Ça dure 3 heures. Tu le vends bien, hein. Franchement. Là, ça a l'air aussi chiant que ce qu'on m'a dit que le film était. Tu vois. Alors c'est très chiant. C'est très chiant, mais comme dirait Jacques Chirac, enfin comme disait Jacques Chirac, c'est loin mais c'est beau. Et effectivement, c'est loin pour arriver au bout, mais c'est beau. Non, en plus, je me fous pas de la gueule du film parce que mine de rien, si je me suis emmerdé, j'ai trouvé ça assez passionnant. Tout simplement, ça se passe au Vietnam et dans une communauté qui est la communauté catholique vietnamienne que je connaissais pas, qui représente, je crois, un peu moins de 10% de la population et qui est, à en croire le film, très fervente. Et donc on a ce mélange étrange de genres, c'est-à-dire que on a un personnage qui lui-même sait pas bien ce qu'il fout là, sait pas bien jusqu'où il va aller, jusqu'où il doit aller pour rassembler les liens un peu distendus de sa famille et explorer sa propre spiritualité, qui se retrouve avec une spiritualité qui est un greffon assez extérieur au Vietnam. Et tout ça est mis en scène à travers de très longs plans séquences et différentes rencontres avec des personnages qui sont tantôt un peu chiantes mais souvent assez bouleversantes et où il y a une manière de mélanger le réel et le cinéma, et la fiction, qui est parfois franchement bluffante. Il y a par exemple une séquence assez dingue avec un vétéran de la guerre du Vietnam, qui est un véritable vétéran de la guerre du Vietnam et qui partage au personnage qui est un comédien, qui est un acteur, son expérience. Et le film arrive à la fois à vraiment nous faire sentir quand on est en train d'aller sur le terrain de la fiction ou sur le terrain du mi-documentaire, mi-fiction, sans briser pour autant son unité narrative. Ça, c'est un truc qui est très impressionnant à voir, je trouve. Et vraiment, c'est un sacré tour de force à ce niveau-là. Il y a quelque chose qui est un peu de l'ordre de la catabase. La catabase, c'est quand on remonte le Styx, quand on remonte le royaume des morts, le fleuve des morts, pour aller trouver quelque chose. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là dans l'atmosphère du film qui est très embrumée, avec
de temps en temps traversé comme ça par une espèce de nappe de couleurs. C'est pas pour rien que ça s'appelle Les Papillons d'Or. Le film est vraiment une splendeur visuelle assez indiscutable. Il arrive à tenir ce truc qui moi peut mériter d'habitude, mais qui là m'a plutôt surpris en bien, à savoir ces plans séquences très longs où il se passe pas 3 milliards de trucs. Je veux dire, c'est pas les plans séquences des Fils de l'Homme, hein, on va se détendre, mais où justement, et on en parlait dans un autre dispositif de mise en scène en parlant de Kaurismäki, où les micro-actions, les micro-émotions, les inflexions vont devenir très signifiantes. Ça, il y arrive bien. Après, le problème, c'est que ça dure 3 heures. Et moi, j'aime bien le Vietnam, j'y suis jamais allé, ça a l'air joli. J'aime bien les catholiques, j'y suis jamais allé, ça a l'air joli. C'est pas ce que disait mon curé de paroisse. Oh la vache. Mais voilà, mais tout ça pour dire, je sais pas si j'en aurais pris 3 heures à la base, quoi. Je pense que le film aurait gagné, mais justement, il aurait gagné parce qu'il est extrêmement beau, justement, et parce que il a pas besoin de s'alanguir autant pour nous immerger très profondément dans cet univers-là. Je pense que le film aurait gagné à être plus resserré. C'est bien ce que disait mon curé de paroisse. Oh, c'est dégueulasse. J'ai une question aussi, Simon. Pardon. Quand je suis allé voir Mystère à Venise au cinéma la semaine dernière, j'ai vu la bande-annonce du Kaurismäki, de L'Arbre Papillon d'Or et d'un autre film comme ça, et j'ai eu l'impression que les trailers, me donnaient pas du tout envie et ne savaient pas du tout vendre leur film. Est-ce que tu as vu le trailer de L'Arbre Papillon d'Or? Non. Pareil, c'est un trailer qui dure 3 heures. C'est horrible. T'es là genre, mais dis donc, c'est un autre. Et surtout, je comprends rien à l'histoire. T'as l'impression que c'est une succession de plans. Et en fait, je me dis, je ne sais pas si les distributeurs savent vendre ce genre de film. C'est assez compliqué, en fait. Mais je pense qu'ils ne le savent pas, et je suis pas sûr qu'ils se posent tant que ça la question, parce que alors attention, je parle pas spécifiquement du distributeur de L'Arbre Papillon d'Or, je parle de ce prototype de film en général. J'ai l'impression que souvent ils comptent beaucoup sur la presse spécialisée. Ok. Tu vois, je veux dire, du Positif, Télérama, Les Inrocks, Libé, éventuellement un peu Le Monde, les cahiers, bien sûr. Et ils comptent également sur les éventuels prix, là, en l'occurrence, la Caméra d'Or, pour mobiliser ce qui est, on va dire, le public, les professeurs à la retraite qui vont dans leur petit cinéma d'arrêt essai, dans les villes de taille moyenne à grosse. Okay. Voilà, je pense qu'ils comptent là-dessus, et je pense que c'est une erreur, parce qu'on a bien vu que c'est un public dont les habitudes ont un peu commencé à changer. Et en fait, du coup, se reposer comme ça sur ce système, c'est oublier que la presse culturelle, est en train de crever, qu'elle n'a plus le temps, l'espace et la possibilité de parler de tous les films, quand bien même ils ont la Caméra d'Or. La preuve, je suis le seul à avoir pu voir le film ici, alors qu'on est toujours nous assez curieux dans nos programmations. Et puis parce qu'on a eu des projets presse et personne n'y est allé. Non, mais parce qu'on n'a pas eu l'occasion. Enfin, non, mais c'est parce que c'est compliqué. Et puis c'est compliqué aussi de voir un film de 3 heures. Il y a un peu de ça aussi. Ouais, quand c'est un film de Scorsese, personne ne râle. Bouh. Tu t'es ennuyé, Simon, cette semaine au cinéma, hein. Il fallait tout raccourcir. Il y a un petit problème de longueur. Bah écoute, il en va des films comme de ma personne. Je suis pas sûr de ça. Non, c'est mon côté aristocrate. Oui, c'est ça. Autre film en 30 secondes. Donc là, on est sur ce film en 30 secondes, on est d'accord qu'on a fait 7 minutes 8. Oui, j'ai fait au prorata. Oui, de la longueur, on sait. Autre film en 30 secondes, le Liberace de la Lucha Libre. Cassandro de Roger Ross Williams avec Gabriel Garcia Bernal, ou l'histoire vraie d'un exotico. C'est le nom qu'on donne au lutteur gay. Et en l'occurrence, celui-ci a marqué l'histoire du catch, Arthur. Oui, c'est un film que je surveillais de près. Alors, je ne veux pas vous mentir, pas parce qu'il a été présenté à Sundance, mais parce qu'il a eu de très bonnes critiques à Telluride. Pardon, excuse-moi, je fais comme Simon Rio. À Telluride. Et en fait, moi, ça m'intéresse. C'est effectivement basé sur un vrai catcheur. Moi, il faut savoir que de base, je suis pas très catch et je suis pas très catch mexicain. N'empêche que la figure de cet exotico, donc c'est des drag catcheurs, hein, c'est des travestis qui vont se battre sur des rings. En fait, ça date pas d'hier, hein, ça date des années 40. Mais c'est Cassandro, ça va être celui qui va un peu devenir le plus célèbre, qui va passer de la sphère amateur à la sphère professionnelle. Donc moi, le film déjà m'intrigue de base par son pitch, et puis il m'intrigue surtout parce que j'adore Gaël Garcia Bernal. Gaël Garcia Bernal. Oui, monsieur. J'ai voulu la faire sans regarder mes notes. Vous savez que c'est le cousin quand même de José Garcia, hein. Il est excellent. Mais attendez, c'est comment alors vas-y. Moi j'ai fait l'italien. Gaël Garcia Bernal. D'accord, bah excuse-moi, j'ai fait italiano, soit Gaël Garcia Bernal. On va le faire à la française, Gaël Garcia Bernal. Bah, bref, cet acteur, c'est du portugais à la limite, tu vois. Mais... Cet acteur incroyable que vous avez pu voir dans La Science des rêves, dans Emma, dans No, bref, de Pablo Larraín.
un grand acteur et que j'avais très hâte de voir ce film. Par pour le ça. talent, petit par la taille. Non, les gars, merci de l'avoir fait. Les gars, vous me laissez faire un 30 secondes ou pas, s'il vous plaît? C'est en train de partir un festival de vannes. Ouais, allez, c'est parti, on y va. Chut, silence. Et donc, moi, le film m'intriguait pour ça, et pour plein d'autres raisons, notamment aussi parce qu'il y avait Bad Bunny, ce petit chanteur de reggaeton qui est en train d'exploser tout sur le plateforme depuis quelques années, qui fait son premier rôle au cinéma, et qui, spoiler, joue plutôt bien. De là à le voir dans un spin-off de Marvel, peut-être pas, mais bon, bref. Et en fait, le problème, c'est que le film m'intrigue, et en fait, c'est un biopic somme toute très classique. C'est pas mauvais, c'est juste que il y a quelques moments de combat où tu sens que le réalisateur va essayer de s'amuser à faire des trucs, de placer la caméra en bas au ralenti et tout, il s'amuse un peu. Le reste c'est somme toute assez classique. Alors il a une vie pas simple, hein, le bonhomme, on est bien d'accord, mais en fait a posteriori je me dis que je serais maintenant peut-être plus curieux de voir le documentaire qui a été présenté à l'Acide en 2018, Cassandros et Exotico, hein, réalisé par Marie Lozier, qui raconte un moment de la carrière de ce catcheur où il commence à se faire vieux, il peut plus faire n'importe quoi et du coup il doit essayer de se réinventer. Et ben je me dis qu'en fait c'est peut-être plus intéressant parfois de regarder des documentaires que des biopics. Après c'est sur Amazon, donc vous pouvez toujours y jeter un coup d'œil. Cassandro de Roger Ross Williams avec Gaël García Bernal. Je suis désolé, c'est assourdissant. Suivant. Il en reste un peu plus, est-ce qu'on vous laisse? Donc Sophie pour commencer. Oui, je voulais vous parler déjà d'un réalisateur qui se trouve être un copain qui s'appelle Andrew Desmond et qui a réalisé un film que vous avez peut-être vu et qui est disponible sur la plateforme qui s'appelle Sonata, qui était notamment un des derniers rôles de Rutger Hauer avant qu'il nous quitte, qui est un très bon film de genre qui était passé au bif, hein Thibaut? Tout à fait. Voilà. Et si je vous parle aujourd'hui de ce réal, c'est parce qu'il fait un crowdfunding, parce que vous savez, le cinéma, c'est compliqué, et il fait un crowdfunding pour faire un court-métrage. Et donc, son court-métrage, ça s'appelle Close, C-L-A-W-S. Je le mettrai sur mes réseaux sociaux si jamais ça vous intéresse. Je repartagerai le lien du crowdfunding. Et encore une fois, si ça vous intéresse de soutenir le cinéma et l'univers du court-métrage, je vous invite à aller voir sa page et son crowdfunding et de vous pencher sur le reste de sa filmographie. Allez donner de la thune, comme ça je pourrais le voir dans 1 an ou 2. Et puisqu'on parle de court-métrage, eh bien vous n'avez évidemment pas oublié de noter dans vos petites tablettes la date du 30 septembre. Ce sera samedi prochain, puisque à Rennes, précisément dans un festival de court-métrage. Et quel festival? Le festival Court-Métrange. Eh bien, une large partie de l'équipe de Réaliser sans trucage, on vous dit pas qui, parce qu'il faut que vous veniez tous et puis vous aurez la surprise. Venez tous. Venez tous. Moi je serai pas là. Non. Spoiler. Mais dis donc, ça, tu peux le dire. Toi, t'as pas envie de te faire une place dans l'équipe. Hein, fais pas d'efforts comme désolé. Mais je serais bienvenu avec vous à Court-Métrange, qui est un excellent festival de court-métrage à Rennes. Excellent festival. Et on viendra donc pour une séance spéciale. On commentera le film Délivrance et puis on vous réserve des petites surprises. Peut-être même qu'on jouera à un jeu ensemble, genre comme l'été dernier. Et tu vas jouer au ukulélé ou au banjo? Ça dure 7 heures, les gens n'arrivent pas à faire un double 6 et mais nous non, on se fout leur gueule. c'était le banjo pour Délivrance, Simon, t'as pas suivi Il est pas très cinéphile, tu sais. Ouais. Tu vois le film avec John Voight, là, des gens sur une barque. Fais attention, fais attention. On va en parler la semaine prochaine. Hein. Dépêche-toi de le rattraper. Hein. Quelle bande de bâtards. En plus, je dois faire partie des seuls ici qui ont vu le film et lu le livre. Moi, j'ai fait ni l'un ni l'autre et je le dis. Moi, j'ai vu le film et j'ai joué au cochon. Alors. Allez, Les Naufragés de David Gran, c'est ta reco, Arthur. Oui, j'en parle parce qu'il y a notre collègue, j'en parle parce que je tape Thibaut sur l'épaule parce que Anaïs, qui nous écoute peut-être pas, je pense pas. On a beaucoup parlé quand on était à Venise et du coup je l'ai acheté, j'ai commencé à lire. David Gran, c'est un nom qui vous parle peut-être parce que c'est un journaliste, auteur, historien qui a fait des parutions que vous connaissez forcément. Ça va d'un article pour le New Yorker qui devient un film, The Old Man and the Gun. Et en fait, mais au-delà de ça, il a surtout une spécialité, c'est qu'il a commencé à écrire des bouquins historiques, mais racontés un peu comme de la fiction, sur des éléments très précis de l'histoire. Et il se trouve qu'à Hollywood, on aime bien ces livres. Donc, on a déjà adapté The Lost City of Z par James Gray. Et récemment, un livre qui s'appelle Killers of the Flower Moon, adapté donc par un certain Martin Scorsese. La note américaine en français, je pense, le titre du bouquin. Tout à fait, la note américaine.
que j'ai acheté, que j'ai pas encore lu, que je vais lire, je te le j'ai conseille. moins d'un mois. Et donc David Grann est de retour pour un livre qui est sorti il y a quelques mois, qui est enfin traduit en France, Les Naufragés. Les Naufragés, c'est déjà, alors pour vous donner le ton, c'est les Naufragés de Wagner, les droits ont déjà été achetés par Scorsese et DiCaprio, donc voilà, on sait déjà que c'est le prochain film de Martin Scorsese, enfin l'un des prochains. Et j'en suis à un tiers, et c'est complètement fou parce qu'il a un style, David Grann, que moi j'adore. C'est-à-dire que c'est historique et il te le raconte un peu comme un roman. Donc t'es passionné par ce qui se passe, mais pourtant tu vois un nombre de détails fous parce que tu sais qu'il a fouillé dans les archives de la marine britannique, mais pendant des mois. Bref, c'est l'histoire d'un bateau en plein milieu d'une guerre en 1740 qui va voler un grand trésor en Espagne et qui va se naufrager, va se cracher dans l'eau. Bref, vous avez compris, c'est choué. Merci. Et c'est son chouet aussi. Et du coup, ils vont c'était vraiment pas bon comme blague. Un petit peu exagéré, c'est pas le rire non plus, la blague. Non, et du coup, les survivants vont devoir, c'est très graphique, il y a des morts, des gens qui se mangent, des rats, des machins, et puis ils vont finir par revenir au compte-gouttes, et chacun va raconter une version différente. Enfin bref, c'est passionnant, et ça me donne envie de le lire, Killers of the Flower Moon, et très envie de voir ce que Scorsese peut en faire. Donc voilà, Les Naufragés du Wagner, c'est aux éditions du Sous-sol, je crois. Pauline. Oui, c'est moi. Eh bien, écoutez, je vais vous parler de Pauline d'Alexandre Dumas. On avait causé un petit peu d'Alexandre Dumas au moment de la sortie de Les Trois Mousquetaires ne savent pas se laver de Martin Bourboulon. Oui, vous savez, le film tout marron avec des mousquetaires qui ont du caca dans la moustache et qui sont là, oh Richelieu. Bref, on a un peu parlé d'Alexandre Dumas et il faut bien voir que Les Trois Mousquetaires, c'est quand même un gros pavé. Je comprends que tout le monde s'est peut-être pas précipité sur le texte, quand même il est extrêmement accessible et que c'est une merveille à lire. Du coup, je me suis dit, parce que je l'ai lu là, je l'ai découvert il y a pas longtemps grâce à ma chère et tendre, Pauline d'Alexandre Dumas, c'est un de ses tout premiers romans. C'est pas un roman d'aventure à proprement parler, même si c'est assez intense. Ça va plutôt du côté du drame romantique, du drame gothique. Je vais juste vous lire un court passage du bouquin. Donc, un personnage s'éveille dans une pièce très sombre et à ses côtés, une petite bougie et une lettre sur laquelle il est écrite: vous vous réveillerez dans un caveau où nul n'est descendu depuis 20 ans et dans lequel, d'ici à 20 ans, peut-être, nul ne descendra encore. N'ayez donc aucun espoir de secours car il serait inutile. Vous trouverez du poison auprès de cette lettre. Tout ce que je puis faire pour vous est de vous offrir une mort prompte et douce au lieu d'une agonie lente et douloureuse. Dans l'un et l'autre cas, et quelque partie que vous preniez, à compter de cette heure, vous êtes morte. Et donc, si vous voulez savoir comment Pauline en est arrivée là et qu'est-ce qui va se passer après la lecture de cette lettre, c'est un court roman qui doit faire 180 pages à peine. C'est incroyable, ça va à toute vitesse, c'est extrêmement prenant. C'est peut-être une des meilleures portes d'entrée en fait qui est dans la littérature d'Alexandre Dumas. Donc, je vous la recommande vivement. Pauline d'Alexandre Dumas, vous pouvez le trouver en folio classique. Et puis un dernier mot pour noter une autre date sur vos calepins. Le 12 octobre, ce sera un jeudi, puisque c'est le retour d'Hurlequin, saison 3. La première séance, donc le jeudi 12 octobre, au cinéma L'Arlequin à Paris, avec... Non, je ne vais pas vous dire tout de suite. Non, mais avec une grosse programmation, avec un invité, ça va être bien. Vous notez le 12 octobre pour le retour d'Hurlequin. Et puis, nous, on se retrouve mardi pour notre séance de films qui ont pris la poussière. On ira vous faire un peu courir dans les buissons rouquins. Pardon. Allez, bye les amis et gloire à l'automne. C'est pas humain, les salauds, ils m'ont épuisé. Au 4e stop, il sera exactement 0h13. Oh la vache! Moi je vais être en retard au lycée! Oh, dis donc, t'es bien pressé, toi, ce soir. Ceux qui sont encore vivants, profitez-en pour le rester, allez-vous-en! Arrivederci! E buon viaggio! Messieurs, il n'est de bonne société qui ne se quitte.